Le but final du transhumanisme, je dirais, c'est quoi? C'est bon, imaginons, bon, demain tout marche bien, on est uploadé, donc il n'y a plus aucun problème de mortalité, il n'y a plus rien, c'est réglé, ce problème est réglé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Pour moi, il me paraît évident que ce qu'on va vouloir, c'est augmenter notre richesse d'expérience, c'est-à-dire, en gros, faire une extension de notre conscience. Je ne parle pas d'expansion de l'intelligence et des capacités cognitives. Mettons que le problème est réglé, hein. Mais qu'est-ce qu'on va vouloir? Le podcast Humain demain. Bonjour à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain demain en collaboration avec l'AFT, l'Association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous recevons Rémi Susan. Nous allons parler du cerveau et de l'esprit et les différentes possibilités d'augmenter ces deux aspects de la condition humaine. Mais je vais laisser Marc Roux, président de l'AFT, introduire notre invité. Bonjour Gaëtan. Nous avons déjà abordé les sciences cognitives dans la série Humain demain, sous l'angle des neurosciences. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Susan pour nous intéresser aux pratiques plus marginales qui intéressent tous ceux pour qui le cerveau n'est pas seulement un objet de science, mais un terrain de jeu et d'exploration, d'expérimentation. Rémi Susan est un des journalistes scientifiques les plus avant-gardistes que je connaisse. Dans ce domaine, il a écrit par exemple le livre « Les utopies post-humaines » dès 2005. C'est un livre qui s'intéresse particulièrement à tout ce qui relève des contre-cultures. Et il reste, à mon avis, un des meilleurs en français pour comprendre notamment d'où vient le transhumanisme. Alors avec lui, nous allons explorer cette terra largement incognita encore que sont les états modifiés de conscience. Vous pouvez soit écouter ce podcast sur YouTube ou le télécharger en audio sur votre application de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner et aussi nous donner une petite revue, un petit pouce, un petit j'aime. Ce genre de choses, ça nous donne un véritable coup de pouce. Nous avons enregistré ce podcast avec la plateforme Riverside. Pour les podcasteurs en herbe, c'est une super plateforme qui vous permet d'enregistrer le flux vidéo et audio en HD jusqu'à 4K même, ce qui permet une qualité optimale même en cas de connexion instable. Donc si vous êtes un podcasteur et que vous souhaitez vous lancer, je vous recommande chaudement. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer une période d'essai. C'est un lien affilié, donc c'est un autre support, un autre soutien que vous pouvez nous donner. Merci encore. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Merci beaucoup Rémi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va discuter donc du cerveau en particulier, tout ce qui est... tu as écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Frontières grises, qui explore le cerveau comme terra incognita. Donc c'est un objet comme ça très mystérieux. Malgré les remarquables avancées en neurosciences et en neuroimagerie, peux-tu résumer les grandes questions qu'il nous reste à résoudre? Je vais te dire un truc, c'est que pendant que j'écrivais Frontières grises, chaque semaine, il y avait une étude qui venait contredire l'étude que je venais de mentionner. Je ne suis pas neuroscientiste ou neuroscientifique, je ne sais même pas comment on dit en français d'ailleurs. Je ne suis pas neuroscientifique, je suis juste journaliste, c'est-à-dire que mon boulot, c'est pas de connaître les choses, c'est de les ignorer quelque part, hein, c'est-à-dire de poser sans arrêt des questions, etc. Et donc, j'écrivais ce bouquin. Et je savais déjà que le sujet était difficile, mais plus ça allait. Et quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, mais finalement, on connaît quasiment rien. Ce qui n'est pas du tout ce qui est dit dans l'intro, parce qu'effectivement, entre le moment où j'ai écrit l'intro et le moment où j'ai donné la publication, je m'étais posé quand même beaucoup de questions, etc. Et effectivement, l'idée de la frontière grise, c'est le cerveau est une terra incognita. Tout le monde va se ruer dessus parce que c'est excessivement important. Maintenant, quelles sont les grandes questions? Bon, alors il y a une question qu'on va beaucoup aborder, puisque c'est celle qui actuellement sur laquelle je travaille, qui est donc celle de la conscience. La question de la conscience n'est pas résolue. Ce qui n'est pas résolu non plus, je dirais, c'est en fait, c'est pas une question de résolution, c'est une question de... je dirais, de conception du cerveau. C'est-à-dire qu'on dit de moins en moins que le cerveau est un ensemble de parties très très définies, avec une partie qui fait ça, une partie qui fait ça. Alors bien sûr, c'est globalement vrai sur plein de choses, hein. Par exemple, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, c'est lié au langage, il n'y a pas de doute, etc. Mais on découvre que le cerveau est un système quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus holistique, avec des systèmes de rythme, des systèmes de synchronisation, etc. Ce qui le rend beaucoup plus difficile, même pour comprendre
des choses, je dirais, assez, bon, la conscience on peut pas, mais même des éléments de cognition assez simples sont beaucoup moins simples qu'ils n'y paraissent. Donc il y a ça. Il y a aussi quelque chose qui est sorti. Bon, ce que je disais déjà dans la frontière grise, on parle beaucoup de neuroimagerie, etc., mais que dans les sciences cognitives, l'outil de base aujourd'hui, c'est quand même beaucoup le crayon et le papier. Hein. C'est-à-dire qu'on fait venir un groupe de gens. Généralement, c'est des étudiants en psycho de première année parce que c'est les premiers qu'on trouve sous la main. Donc déjà, il y a un biais de choix des personnes. On leur fait faire des tests, on leur fait remplir des questionnaires, et c'est là-dessus que se base la plupart des sciences cognitives aujourd'hui. C'est-à-dire que la neuroimagerie est importante, mais ce qui est important, c'est ce genre d'expérience. Or, il se trouve, ça c'est quelque chose qui a été découvert, qui devait être connu, mais disons qui a explosé après la publication de la frontière grise, qui est qu'en fait, un très grand nombre de ces expériences ne sont pas reproduites, que quand elles sont reproduites et qu'elles donnent un effet qui n'est pas bon, c'est-à-dire, bon, on a fait ce test et finalement on trouve rien, et ben elles sont pas publiées parce que c'est pas intéressant, même pour des revues comme Nature, etc., de publier un papier disant bah finalement il y a rien. Hein, c'est pas très excitant. Donc, ce qui veut dire qu'au final, il y a plein de choses qui ne passent pas. Bon, je vais donner un exemple très très classique. D'ailleurs, peut-être qu'on reparlera du problème de l'ocytocine à un moment aujourd'hui. C'est-à-dire, à un moment, il y a eu un chercheur qui avait fait une étude sur l'ocytocine et qui était, après un test, était arrivé à la conclusion que bon, les gens collaboraient plus après avoir inhalé de l'ocytocine, donc cette molécule qui est liée soi-disant, et j'insiste sur le soi-disant, à l'amour, à la confiance, etc. Donc il l'a fait, il a dit ah oui ça marche extraordinairement, il a publié son étude, et après il s'est dit bon on l'a fait quand même en simple aveugle. Alors je sais pas si vous connaissez la définition de simple aveugle et double aveugle. Simple aveugle c'est le patient ne sait pas ce qu'il prend, si c'est un placebo ou si c'est vrai. Double aveugle c'est celui qui donne le produit ne sait pas non plus. Donc il s'est dit bon jusqu'ici on l'a fait en simple aveugle, on va la refaire en double aveugle. Donc il l'a refait en double aveugle et il s'est rendu compte que ça marchait plus du tout. Donc très honnête, ce scientifique s'est dit bon ben on va dire qu'on a fait une seconde étude et finalement qui est une réfutation de la première puisque son étude n'a pas été prise, n'a pas été publiée, et personne n'en voulait. Donc c'est pour vous dire effectivement à quel point aujourd'hui on en est dans des situations où bon finalement il y a beaucoup de choses. Alors il y a beaucoup de choses dans la pop culture qui sont bon fausses ou qui sont très très primaires. Je donne un exemple classique. Ce spécialiste du marketing qui avait dit vous êtes amoureux de votre smartphone littéralement parce que la zone associée à l'amour en fait s'active sous IRM quand vous pensez à votre smartphone. En fait, il se trouve que cette zone s'allume dans un tiers des activités mentales. Donc, ça ne signifie rien. Et en fait, mais ce qui m'avait frappé aussi, c'est que, par exemple, il y a des gens qui sont de véritables chercheurs. Il y a un chercheur sur la maladie d'Alzheimer qui a aidé un cuisiniste à faire des cuisines soi-disant meilleures pour le cerveau. Bon. Et qui part sur des principes dont on voit bien qu'elles ne tiennent pas la route avec simplement un peu de logique. Il ne s'agit même pas d'être un chercheur. Mais le gars est un vrai chercheur. C'est-à-dire que très souvent, et ça c'est le gros problème du cerveau, je dirais, c'est que c'est pas simplement moquons-nous de gens qui font de la pseudo-science, etc. Alors que c'est que même pour les chercheurs, arriver à tirer un schéma global de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'est extrêmement difficile. Et la tentation de simplifier les choses est là pour eux aussi. Et ça, je pense que c'est une vraie grosse question, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le cerveau est quand même l'objet le plus complexe de l'univers connu. Et qu'on n'en a pas fini avec, effectivement, et qu'on voit des bouts, comme que tu parlais de terrain incognita tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un peu la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire, je dirais, la situation juste au début de la Renaissance, quand on faisait de la géographie. Il y avait de plus en plus de terres qu'on connaissait, c'est pas niable, hein, on sait quand même de plus en plus de choses, mais il y a quand même beaucoup de terres où il y a écrit « ici sont les dragons ». On ne sait pas énormément de choses sur le cerveau. Bon, je pense qu'on va, au fil de la conversation, décortiquer tout ça et entrer un peu plus en détail. Mais d'abord, j'aimerais peut-être aussi, avant de parler d'amélioration transhumaniste, puisque c'est le sujet aussi du podcast, quels sont
Je dirais les bonnes pratiques qui ne font pas nécessairement intervenir des technologies, mais qui reposent sur la nutrition, l'exercice, la mémorisation, des bonnes pratiques comme ça quotidiennes afin d'optimiser certains aspects du cerveau, peut-être dans des perspectives de performance, mais également peut-être aussi pour améliorer la longévité du cerveau et éviter les maladies neurodégénératives, par exemple. Alors, là aussi, j'ai quand même pas mal creusé. J'ai essayé même mes propres petits exercices, etc. Le gros problème de toutes ces techniques, c'est que, bon, d'abord, il y a les choses de base, hein. Vous bourrez pas de mauvaise nourriture, faites de l'exercice, dormez bien. Ça, c'est un conseil que j'ai toujours adoré, c'est dormez bien. Et si moi, je suis un insomniaque, j'ai beau savoir qu'il faut bien dormir. Si vous n'arrivez pas à dormir, soit vous prenez quelque chose et c'est considéré comme mauvais, soit vous prenez rien et c'est considéré comme mauvais. C'est d'ailleurs très souvent dans ces conseils, c'est quelque chose qui est extrêmement irritant, c'est qu'on vous dit des choses que de toute façon vous ne pouvez pas faire, genre éviter le stress. Ah, merci. C'est un peu pénible. Mais donc bon, le gros problème de toutes ces techniques, c'est que alors bon, parlons des jeux mentaux, de type, vous savez, j'allais dire Dr Kawashima, qui n'est pas considéré comme sérieux, mais il y a des choses un peu plus sérieuses quand même que le jeu Nintendo. Il y a des techniques de mémorisation, comme l'art de la mémoire, dont on reparlera tout à l'heure, je pense, quand on parlera de la conscience, parce que, bon, en gros, l'art de la mémoire, c'est une technique qui vient qui vient officiellement, alors j'expliquerai pourquoi je dis officiellement, de la Rome antique, passage par le Moyen-Âge et la Renaissance, qui consiste à créer dans sa tête un lieu, ça peut être votre appartement, hein, quelque chose que vous connaissez bien, et à assigner à chacun de ces lieux un élément que vous voulez mémoriser. Et ensuite, vous vous promenez mentalement dans ce palais de mémoire, comme on dit, qui peut être un appartement de mémoire. Hein, c'est pas, vous vous promenez dans ce palais de mémoire et comme ça, vous mémorisez les choses. Alors effectivement, j'avais à un moment fait l'expérience des 30 P. C'était un conseil qui était donné par Lynn Kelly, qui a écrit quelque chose de très intéressant là-dessus. D'ailleurs, je reviendrai dessus tout à l'heure pour d'autres sujets. Mais donc, effectivement, elle a dit, oui, j'ai fait les 30 pays les plus peuplés de la Wikipédia. En ordre, j'ai fait le test, c'est vrai que ça marchait. Là maintenant j'ai oublié, mais c'est vrai que ça marchait. C'est vrai que toutes ces choses marchent. Hein, c'est-à-dire que ce soit les exercices, que ça soit... mais le gros problème de toutes ces choses, c'est un peu comme je dirais comme le cerveau, c'est ça marche dans un certain contexte, ça marche plus ou moins bien, il y a des jours où ça marche pas, il y a des jours où brusquement ça marche sur certaines personnes, ça marche pas sur d'autres. Le bouquin que j'ai lu qui est peut-être le plus honnête sur le sujet, c'est un livre de Caroline Williams qui s'appelle Override, qui est une journaliste du New Scientist. Donc, étant New Scientist, elle a pu avoir accès à des labos auxquels nous autres pauvres mortels n'avons pas accès. Et elle s'est dit, je vais essayer toutes ces techniques d'amélioration. Alors là, tu disais hors technologie, mais là, elle a utilisé la simulation transcrânienne, des choses comme ça, donc des technologies qui sont accessibles. Et finalement, bon, elle arrive à quelle conclusion? Grosso modo, d'après ce que j'ai retiré du livre, c'est ces choses marchent souvent, mais pas de la manière dont on pense qu'elles marchent, et toujours avec une capacité limitée. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ça m'avait frappé parce que ça montrait un changement de stratégie. Elle avait suivi, je crois, par stimulation magnétique transcrânienne, un traitement contre l'anxiété. C'est une grande anxieuse, et sa grande anxiété, c'est quand elle accompagnait son fils à l'école, elle avait peur qu'il se mette à courir et se fasse écraser par une voiture. C'était vraiment une source d'anxiété pour elle. Et finalement, son anxiété a disparu, mais pourquoi elle a disparu? Parce qu'après ce traitement, elle a compris qu'elle pouvait prendre une route plus longue mais moins dangereuse et qu'avant, elle n'en avait pas eu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce traitement contre l'anxiété, c'est pas l'anxiété qui a disparu magiquement, c'est que ça a débloqué quelque chose qui lui a fait adopter une stratégie qui était meilleure. Elle a fait aussi les expériences avec les fameuses expériences de Roy Cohen-Kadosh de stimulation, je crois, électrique et non plus magnétique transcrânienne, qui donnerait des capacités en maths accrues. Et effectivement, il se passait quelque chose, mais elle a dit, est-ce que ça m'a donné des capacités en maths accrues ou est-ce que ça a supprimé l'anxiété que j'avais dès que je voyais un chiffre?
Ça m'a d'ailleurs beaucoup rassuré le truc de Karen Williams, parce que je suis comme elle, j'écris sur les sciences, mais j'ai un gros problème avec les chiffres, et de savoir qu'une journaliste du New Scientist a le même problème, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Mais enfin, ça c'est une autre affaire. Mais donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il se passe des choses, c'est hors de doute, mais là encore, on est dans le domaine, je dirais, d'une recherche quasi fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le domaine de voici la recette, bon, vous pouvez faire ceci et vous éviterez les maladies neurodégénératives. On n'en sait rien, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Vous augmenterez. Alors oui, on peut augmenter sa mémoire avec l'art de la mémoire, par exemple. Ça, c'est vrai. Alors, Caroline Williams, finalement, arrive à 2 conclusions. Hein. Elle dit ce qui marche le mieux, quand même, c'est la méditation. Et d'autant plus qu'elle était extrêmement sceptique sur la méditation au départ, parce qu'elle détestait, chaque fois qu'on lui parlait de méditation, il y avait les yeux des gens qui s'allumaient en disant « Comment tu ne pratiques pas la méditation, quelle horreur, etc. » Donc elle l'a pris, elle a dit oui, bon sur le coup elle s'est terriblement ennuyée, mais elle dit finalement c'est vrai que ça a une action. Et elle dit, bon, quand j'ai commencé ce bouquin, moi c'est une phrase qui m'a marqué, elle a dit, quand j'ai commencé mon livre, j'espérais trouver l'équivalent cérébral de faire un tour de courir autour du pâté de maison et de faire 20 pompes. Et finalement, j'ai trouvé l'équivalent cérébral, c'est faire un tour du pâté de maison et faire 20 pompes. C'est-à-dire qu'effectivement, la seule chose qui est prouvée, parce que d'ailleurs ça augmente certaines hormones, etc., au sein du cerveau, de croissance et tout, c'est l'exercice physique. Bon, moi, je reviendrai tout à l'heure sur la méditation. Je suis beaucoup plus, je pense qu'il faut avoir une attitude vis-à-vis de la méditation beaucoup plus prudente qu'on le fait habituellement. Quant au sport, je suis le premier à dire d'accord, mais bon, John von Neumann, qui était quand même un des plus gros cerveaux du XXe siècle, détestait le sport. Et je ne suis pas sûr que Jean-Claude Van Damme ait découvert quelque chose sur la structure de l'espace-temps. Donc, il y a quand même quelque chose qui pose question vis-à-vis de tous ces conseils. Et Caroline Williams, c'est la plus honnête de toutes. Hein. Et je ne doute pas qu'il faille faire de l'exercice, c'est pas ça que je veux dire, ou que la méditation n'est pas positive. Mais attention, c'est pas non plus quelque chose qui est absolument extraordinaire et qui résout tous les problèmes. Rémi, dans cette émission Humain demain, donc dans laquelle De Flers travaille en partenariat, en collaboration avec l'Association française transhumaniste, mon boulot à moi, c'est de tirer les sujets vers le questionnement transhumaniste. Et ouais. Et donc, cette question qu'on se pose aujourd'hui, elle intéresse tout particulièrement les transhumanistes, tu sais bien. Avant de rentrer dans les détails, il me faut donc te demander quand même, comment est-ce que tu comprends tout ça, toi? C'est quoi, si c'est possible, ta définition ou ta compréhension du transhumanisme, donc pour pouvoir faire le lien avec ce sujet? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense qu'on peut en parler à 2 niveaux. Hein. Je pense qu'à un niveau, on sera tous d'accord sur l'idée de base que c'est utiliser la technologie pour améliorer la condition humaine et notamment bon, le problème de base qui est quand même celui du vieillissement et de la mort. Je pense que là, bon, je pense pas être très nouveau dans cette définition qui est très simple. Maintenant, je pense qu'il y a une méta-définition qui pour moi est peut-être plus importante parce que finalement l'appel à la technologie est toujours gênant parce qu'on ne sait jamais si quelle technologie d'aujourd'hui va pas être considérée comme totalement obsolète demain. Donc c'est quelque chose je pense qu'il y a une définition méta qui est plus philosophique et qui remonte à beaucoup plus loin. C'est l'idée de Pic de la Mirandole comme quoi l'être humain peut être ce qu'il choisit d'être. Et je pense que ça c'est une idée qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'effectivement qui est une idée vieille, hein, puisqu'elle date de la Renaissance, et qu'en plus, Pic de la Mirandole s'inspirait d'un texte hermétique pseudo-égyptien qui s'appelait l'Asclépius, qui est encore plus ancien, qui parlait déjà de la dignité de l'être humain, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, l'être humain n'est pas un être condamné aux limites et à la souffrance, mais que il est en mesure, effectivement, de se choisir lui-même, contrairement, disait Pic de la Mirandole, aux animaux et aux anges. Parce que vous savez que les anges, surtout dans les théologies kabbalistiques et occultes de la Renaissance, sont très limités. Vous ne pouvez pas dire à un ange de Vénus de tuer quelqu'un, c'est pas possible, il peut pas. Il faut appeler un ange de Saturne. Donc c'est des espèces de machines comme ça très ciblées, et ils ne peuvent pas changer de nature. Donc Pic de la Mirandole disait l'homme peut changer de nature, c'est sa caractéristique. C'est quelque chose que je mets aussi en parallèle avec
une philosophie beaucoup plus récente qu'on peut trouver dans le livre, qui à mon avis est le livre le plus transhumaniste sorti ces 10 dernières années, mais qui ne prononce pas le mot transhumanisme à aucun moment, qui est le livre de David Deutsch qui s'appelle Le commencement de l'infini, qui est qu'en fait, l'être humain est ce qu'il appelle un explicateur universel. C'est-à-dire que bon, l'être humain a le pouvoir d'avoir des explications qui vont jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qu'une fois qu'une explication est trouvée, elle n'a plus de limite dans l'exercice de cette explication, et que par conséquent, tout ce qui n'est pas interdit par les lois de la physique est possible. Et je pense que ça, c'est des fondements. C'est-à-dire que demain, on dira peut-être de l'intelligence artificielle que c'était une erreur, que ça ne marche pas, que CRISPR c'est pas si terrible, etc. On peut tout dire, mais est-ce que oui ou non, nous sommes c'est-à-dire que, faut être clair, par exemple, pour reprendre le terme de la longévité, pour l'instant on ne sait absolument pas augmenter la longévité humaine de façon vraiment, j'allais dire dramatique, mais c'est le terme anglais, drastique, je dirais en français, c'est ça. On ne sait pas le faire. La question est, est-ce que un jour on saura le faire? Je ne peux pas le répondre. Mais est-ce qu'on pourra toujours essayer? Oui, c'est pas interdit par les lois de la physique, apparemment. Sauf si demain on découvre une loi de la physique qui dit, bon, à 80 ans, au revoir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je pense que cette attitude est fondamentale parce que de toute façon, il faut pas se limiter. N'oublions pas que les Égyptiens avaient trouvé une technique d'immortalité formidable qui consistait à embaumer les corps. Donc on sauvait les organes importants, on jetait le cerveau parce que ça servait pas à grand chose. Et effectivement, ils pensaient que c'était une technique d'immortalité. Pic de la Mirandolf allait plutôt vers la cabale et la magie. D'autres alchimistes ont avalé du mercure dans l'espoir d'augmenter leur durée de vie, ce qui n'était peut-être pas la meilleure des idées non plus. Et surtout, ne jouons pas là, nous sommes tellement supérieurs à eux. Peut-être que tout ce qu'on est en train de discuter va s'effondrer très très vite. Mais l'idée de base, à mon avis, peut rester. Donc, ces questions-là, notamment celles qui tournent autour du cerveau, intéressent beaucoup de monde. Hein. On a les neuromarketeurs qui souhaitent savoir comment nous faire acheter plus de choses en tirant sur les bonnes ficelles. Les réseaux sociaux pour savoir quel bouton il faut presser pour nous faire rester sur la plateforme, etc. D'après ce que tu en sais, tu en comprends, en quoi est-ce que le cerveau intéresse particulièrement les transhumanistes? Est-ce que tu as une réflexion aussi là-dessus? Pour moi, ça me paraît un petit peu évident. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais l'esprit plutôt que le cerveau. Je sépare pour l'instant les deux. Ça ne veut pas dire que je sois métaphysiquement, on parlera peut-être tout à l'heure de dualisme métaphysique. C'est pas ça. C'est au niveau de l'étude, étudier l'esprit n'est pas équivalent à étudier le cerveau. Donc, pour les transhumanistes, je dirais il y a deux choses. Bon, d'abord, c'est un outil parce qu'effectivement, il y a effectivement le désir d'augmenter ses capacités cognitives qui est vraiment inscrit, je dirais, même dans le cœur du projet transhumaniste. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas trop d'illusions là-dessus. Dans leur fameux rapport à NBIC, il était vraiment question de cognition, etc. Donc, bien entendu, les transhumanistes sont... Mais je dirais que ça va plus loin. C'est-à-dire que je pense que le projet transhumaniste, à la base, est un projet d'extension de l'esprit et de la conscience. C'est ça le but final du transhumanisme, je dirais. C'est quoi? C'est bon, imaginons, demain tout marche bien, on est uploadé, donc il n'y a plus aucun problème de mortalité, il n'y a plus rien, c'est réglé. Ce problème est réglé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Pour moi, il me paraît évident que ce qu'on va vouloir, c'est augmenter notre richesse d'expérience, c'est-à-dire, en gros, faire une expansion de notre conscience. Je ne parle pas d'expansion de l'intelligence et des capacités cognitives. Mettons que le problème est réglé, hein. Mais qu'est-ce qu'on va vouloir? Donc, je pense qu'au final, il y a ce but... effectivement, d'expansion de la conscience. Et bon, il faut voir aussi que je commence à être âgé, je viens d'une génération qui s'est intéressée à ces sujets-là, chez des auteurs proto-transhumanistes, puisque le mot n'existait pas, qui étaient issus de la culture psychédélique, c'est-à-dire des gens comme Timothy Leary, Robert Anton Wilson, Terence McKenna, John Lilly, etc. Donc de gens qui travaillaient déjà avant tout sur la notion d'expérience d'extension de la conscience et qui ont intégré des idées sur la longévité, sur le voyage dans l'espace, sur la cybernétique, etc. Dans ce cadre. Donc pour moi, la question s'est jamais posée parce que je viens beaucoup plus finalement
bien qu'étant très très peu pratiquant en matière psychédélique, je le dis tout de suite, je suis plutôt au thé vert qu'à quoi que ce soit d'autre, mais au niveau des idées, effectivement, je viens plutôt de ces gens-là, donc pour qui la conscience, l'esprit, l'extension de la conscience était absolument centrale dans la réflexion. D'accord. C'est vrai que ça me fait penser aussi à cette idée d'esprit, de champ des esprits possibles finalement, puisqu'on est, on a la condition humaine telle quelle aujourd'hui, on peut expérimenter un pourcentage du spectre de la lumière, au spectre auditif, on est capable de, voilà, de saisir la réalité d'une certaine façon. Les animaux, en fonction des espèces, ont aussi des moyens de... C'est un petit peu comme la fable de l'éléphant, quand on demande à un aveugle, un sourd, ou plusieurs aveugles déjà de décrire un éléphant. Il y en a qui va dire que c'est la trompe, il y en a un qui va dire que c'est la queue. Bon. La réalité, c'est... On la saisit différemment en fonction de l'espèce. Et puis l'idée d'évolution, peut-être aussi transhumaniste, c'est d'aller chercher d'autres façons de voir la réalité, d'expérimenter le plus d'options possibles. Et aussi avec des intelligences artificielles... on n'est pas capable aujourd'hui de savoir quelles seront leurs capacités de comprendre la réalité. Ce sera peut-être extrêmement extraterrestre d'une certaine façon. Par rapport à nous, on n'aura peut-être même pas la capacité de comprendre ce qu'elles expérimentent. Ça arrive déjà, parfois. Oui, c'est des sortes de boîtes noires. Mais en parlant d'améliorer les aspects cognitifs, il y a finalement, on va dire, deux grands courants qui ont émergé. C'est à travers l'ingénierie génétique, donc CRISPR et essayer de bidouiller les gènes, et les interventions externes à travers des interfaces cerveau-machine, lesquelles te semblent être les plus prometteurs pour augmenter l'esprit? Alors, je dirais pour l'instant, si on les prend en isolation, et je dis bien si on les prend en isolation, aucune des deux. C'est-à-dire que effectivement, bon, tout ce qui est intervention génétique, moi je suis un petit peu toujours un petit peu effrayé par ça, pas du tout dans le principe, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, si on sait quel gène fait quoi de façon précise, et qu'on sait qu'en éliminant ou en modifiant ce gène, on peut vraiment obtenir le résultat B qu'on a prédit. Why not, c'est pas du tout pour moi une opposition de principe. Je n'oublie simplement pas que très souvent les gènes entrent dans des circuits très complexes de liens entre eux, etc. Qu'il y a 90% du génome qu'on croyait être de la junk, de l'ADN poubelle, dont on découvre aujourd'hui qu'il a un rôle fondamental, et que quelque chose qui peut être considéré comme négatif par certains côtés, peut être positif par d'autres, ou avoir des conséquences inattendues. N'oublions pas que quelqu'un comme Isaac Newton était probablement atteint du syndrome d'Asperger. Est-ce qu'il faut guérir le syndrome d'Asperger, etc. Donc il y a tout un ensemble de questions qui se posent, qui fait que moi je suis un petit peu dubitatif, pas du tout en opposition radicale, c'est pas du tout la question, c'est faites gaffe quand même, quoi. Voilà, grosso modo. Ensuite, bon, les interfaces cerveau-machine, oui, pourquoi pas. Je pense que simplement au jour d'aujourd'hui, bon, ce qu'elles peuvent faire, c'est plus sortir du cerveau vers la machine que l'inverse. Pour l'instant, on n'a pas, à part des choses beaucoup plus générales, comme on parlait de stimulation magnétique transcrânienne ou électrique transcrânienne, on peut changer quelques attitudes globales, mais on ne peut pas agir de façon très précise là-dessus. Donc, le fantasme de je vais apprendre une langue en me mettant un implant, j'ai de très nets doutes. Pour l'instant, je ne dis pas que c'est impossible selon la loi de la physique, mais je vois pas la roadmap, comme on dit, pour y arriver pour l'instant. Bon, agir du cerveau vers la machine, pourquoi pas. Maintenant, il faut savoir se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, et je parle des outils pas chers, genre les casques émotifs, les choses comme ça, qu'on peut avoir si on veut faire des expériences, bon, je pense qu'on obtient des résultats beaucoup plus rapidement avec un clic de souris, et avec même du tracking de l'œil, qui permet vraiment de repérer un certain nombre de choses sur l'attention qui sont tout à fait intéressantes. Donc pour moi,
ce que je pense qui est important, c'est de rétablir la notion de culture. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura amélioration cognitive que s'il y a réellement une culture qui permet cette amélioration. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une troisième voie qui peut intégrer le génétique et l'interface cerveau-machine sans problème. Hein. C'est pas du tout une voie en opposition, qui est effectivement la création de nouveaux médias, de nouveaux systèmes culturels qui permettront, comme tu disais tout à l'heure, d'expérimenter de nouveaux aspects de la réalité. Et par exemple, la réalité virtuelle, pour moi, est une véritable technique d'amélioration cognitive. Et quand je dis la réalité virtuelle, je ne dis pas forcément avec un casque, etc. Je pense que le jeu vidéo, par exemple, est quelque chose qui en est à ses débuts, qui doit être creusé, pas simplement sur le plan, je dirais, des effets spéciaux, de la réalité virtuelle et tout, mais du gameplay, etc., des scénarios, de l'univers créé. Je pense qu'effectivement, si on arrive à se projeter dans un univers, dans un monde qui n'a rien à voir avec celui de notre quotidien, on va devoir développer de nouvelles capacités, qui ne sont pas des capacités magiques, hein, mais je dirais des nouvelles façons de raisonner, des nouvelles façons de penser, qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et je pense qu'autour de ça, il y a aussi une réflexion qu'il faut avoir sur le langage. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que notre langage aujourd'hui ne peut pas être amélioré pour effectivement dépasser certaines limites cognitives? Vous savez qu'il y a un grand débat depuis le début de la linguistique, c'est est-ce que le langage influence la pensée? Alors, il y a eu une première version où on a dit oui. Ensuite, Noam Chomsky est arrivé en disant non, non, c'est absolument pas possible. Donc, pendant 20 ou 30 ans, on n'entend plus parler de ça. Et ensuite, il y a eu des gens qui sont arrivés comme Daniel Everett, qui a travaillé avec les Piratas et tout, et qui a dit oui, il y a quand même une influence. Et aujourd'hui, on est peut-être moins extrême que Benjamin Leavenworth, qui était le grand pape de la linguistique, de la relativité linguistique. Aujourd'hui, on dit bon, faut peut-être pas exagérer non plus, mais il y a quand même de vraies différences. Donc, est-ce que effectivement, on ne peut pas travailler sur cette notion de langage et de rapport à la cognition, effectivement, dans un monde où on peut quand même avoir des langages qui sont des écritures qui pourraient bouger, qui pourraient se transformer, qui pourraient être en 3D, etc. Donc, toute une réflexion symbolique sur la nature du symbole, qui est peut-être encore à faire et qui permettrait peut-être un certain nombre d'améliorations. Et si, dans le cadre de ces recherches culturelles, on a besoin de produits chimiques, d'implants, on le fera. De CRISPR même, on le fera. Mais je pense qu'il faut inverser les priorités, c'est-à-dire pensons à ce que nous voulons faire, à ce que nous voulons obtenir, et après posons-nous la question des technologies qu'on va utiliser. Alors, à propos des technologies ou de pratiques qu'on a commencé à utiliser, tu nous en as déjà cité un certain nombre, mais est-ce que on peut quand même essayer de les catégoriser, d'essayer de faire un espèce de panel de tout ce qui permet d'aller vers des modifications et notamment il me semble qu'il y a un élément une dimension qui t'intéresse assez particulièrement, qui est donc la recherche d'états modifiés ou altérés de conscience. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément donc de quoi est-ce qu'il s'agit et est-ce que tu peux nous donner, essayer de manière un peu catégorisée, qu'est-ce qui existe comme pratique possible donc pour aller rechercher ce type d'expérimentation? Alors en gros, d'abord il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un état altéré de conscience qui est un des plus impressionnants et un des plus mystérieux que nous connaissons tous toutes les nuits. Donc déjà, je pense qu'il y a une recherche à faire sur le rêve. Et je tends à penser que dans les recherches à faire sur le rêve, ce qu'on appelle le rêve lucide et éventuellement la recherche sur les états d'hypnagogie et d'hypnopompie. Alors j'explique ce que c'est que l'hypnagogie et l'hypnopompie. C'est les images très fortes qui apparaissent avant de s'endormir, c'est l'hypnagogie, ou au réveil, c'est l'hypnopompie. Ce n'est pas un état de rêve au niveau neurologique, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on appelle le REM state, c'est autre chose, c'est pas les mêmes ondes cérébrales, c'est autre chose, mais c'est souvent des images qui sont très très fortes avec un très haut niveau de signification, ce qui n'est pas le cas de tous les rêves, il faut bien le reconnaître.
Donc je pense que déjà, je pense que ça c'est un angle de recherche qui mériterait vraiment un travail, d'autant plus qu'il y a eu aussi des études sur le rêve lucide qui tentent à montrer que bon, les rêveurs lucides ont plus, entre guillemets, d'ondes gamma pendant leur état de rêve. Alors, c'est quoi les ondes gamma? C'est les ondes qui assureraient, hein, je pars toujours au conditionnel, hein, puisque, comme je vous ai dit au début, le cerveau, on ne sait pas grand-chose dessus, mais enfin, qui semblent liés à ce qu'on appelle la relation entre les éléments de conscience qui fait qu'on a un champ de conscience unifié. Autrement dit, ce serait les ondes de la conscience, mais je simplifie horriblement hein, en disant ça, et en plus, c'est pas certain. Donc, effectivement, il y aurait ça. Il y a eu des études qui montrent qu'effectivement, bon, peut-être que ça augmente la décision, la capacité de décision, et qu'il est possible d'augmenter certaines capacités cognitives, justement, en s'entraînant en rêve lucide, etc. Bon, tout ça est encore très hypothétique. J'insiste pour le dire. Pour peut-être définir brièvement un rêve lucide pour les gens qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Alors, le rêve lucide, c'est très simple. C'est vous rêvez et vous vous réveillez à l'intérieur de votre rêve tout en restant dans votre rêve. Donc, il y a plusieurs, je dirais, niveaux de rêve lucide. C'est-à-dire que vous avez un niveau de rêve lucide de base que tout le monde a eu souvent. C'est « Oh, bah, je suis dans un rêve », mais en fait, vous continuez le rêve. Hein, c'est-à-dire sans vous poser plus de questions. Et puis, il y a le niveau où, bon, effectivement, votre niveau de lucidité est tel que vous commencez à mener des expériences. Le rêve lucide a été prouvé, c'était considéré comme impossible, hein, alors qu'il y avait des milliers de gens qui le pratiquaient de manière régulière. C'était considéré comme tabou jusque dans les années, je crois, 70. Quand Stéphane Laberge a montré que des rêveurs lucides étaient capables, si on leur disait, vous savez que bon, il y a que le mouvement des yeux hein, qui fonctionne, puisque c'est la définition de l'état de rêve, etc. Tourner 10 fois les yeux vers la gauche, vers la droite, etc. quand il rentrera en stade lucide. Et ils l'ont fait, et on a prouvé qu'on était capable, depuis le rêve lucide, non seulement de faire des rêves lucides, mais de poursuivre une expérience scientifique à l'intérieur de ce rêve lucide. C'est-à-dire qu'on gardait, entre guillemets, vraiment, comme le terme l'indique, sa lucidité. Bon. Et je pense que le rêve lucide offre des tas de choses intéressantes là-dessus. Donc ça, c'est le premier. À mon sens, c'est le plus important. Je pense que c'est là qu'on aura le plus de résultats. Si on poursuivait des recherches un petit peu plus poussées dessus. Elles sont quand même très, très limites. En plus, il y a assez peu de rêveurs lucides, donc il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, pas répliquées, et faites avec un ou deux rêveurs. Vous voyez, donc on retombe sur le problème des sciences cognitives, c'est est-ce que finalement c'était pas un coup de peau, etc. Donc bon, mais je pense qu'effectivement il y a ça. Bon, il y a quelque chose autre pratique, il y a quelque chose qui est de plus en plus qui connaît aujourd'hui une renaissance, qui est ce qu'on appelle la renaissance psychédélique, c'est-à-dire que pendant si mes calculs sont bons, je dirais depuis 65, donc ça fait quand même 55 ans quasiment, plus même, qu'il y a eu une interdiction qui d'ailleurs n'est pas levée, mais on découvre finalement que c'est bon contre la dépression, que ça augmente le nombre de neurones, etc. Et qu'apparemment il se passe quelque chose d'extraordinaire au niveau des psychédéliques. Ce qui est assez drôle, c'est que très souvent les découvertes qu'on fait aujourd'hui sont exactement les mêmes qui ont été faites et écrites dans les rapports en 64-65. Hein. Donc bon, on voit ce que c'est quand même qu'un Moyen-Âge scientifique, comment ça peut se développer et finalement se terminer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on découvre, ok, que le psychédélique, ça peut agir contre la dépression, que ça peut aider aux addictions, etc. L'IRI 64 Harvard. Hein, c'est-à-dire, c'est bon. Il y a rien de neuf, donc il y a une renaissance psychédélique. Je pense que bon. Le temps de la légalisation va pas tarder, je suppose. Bon, maintenant, ceci dit, il faut peut-être éviter un effet de balancier qui pourrait être dangereux, c'est-à-dire que bon, il y a eu un état de panique vis-à-vis des psychédéliques qui était absolument irraisonné pendant toutes ces années. Maintenant que ça passe, il faut pas oublier quand même que flipper, ça existe. Hein, c'est pas un mythe non plus.
Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être un petit peu extrême, qui peut être une expérience négative. C'est vrai que dans de bonnes conditions, cette expérience négative, logiquement, s'évapore. Maintenant, si quelqu'un a des tendances déjà, alors on dit ça guérit la dépression, notamment la kétamine, etc., c'est fort possible. J'ai connu personnellement des gens qui se sont suicidés après avoir pris un trip à l'acide. Je dirais pas que c'était qu'ils étaient heureux, contents, etc. et que un jour ils ont pris un acide et qu'ils se sont suicidés dans les heures. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'était des gens qui avaient de gros problèmes mentaux, qui avaient probablement déjà caressé l'idée, qui ont pris non pas un mais plusieurs fois du LSD. Ça les a pas arrangés et un jour ils ont mis fin à leur jour et pas pendant. Hein. C'est pas je crois que je suis un oiseau, je me jette d'une fenêtre. Ça c'est vraiment du mythe. Mais effectivement, il y a des gens que ça n'aide pas. Moi, à mon avis, il y a des gens que ça n'aide pas. Bon, c'était pas dans des bonnes conditions, hein. C'était les années 70, c'était les airs punk, enfin, etc. C'était pas le pied non plus. Donc, effectivement, il y avait une ambiance, etc., qui était peut-être pas bonne. Mais il faut quand même faire attention. Maintenant que ça va revenir, faire attention aux risques possibles, même s'il ne faut pas les mythifier. Je veux dire, après tout, on meurt en prenant du Doliprane. Bon, il ne s'agit pas d'exagérer non plus le risque, mais pas non plus l'oublier. Enfin, il y a les techniques dites spirituelles. Hein. Donc, il y a la fameuse méditation. Alors, le problème de la méditation... Moi, je vois des problèmes avec la méditation, je le dis franchement. C'est-à-dire que je ne nie pas ce que dit Caroline Williams, etc. C'est-à-dire que, bon, la pratique... Alors, est-ce que je décris la méditation pleine conscience, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui de façon générale? C'est-à-dire, bon, vous êtes dans une position relaxée et vous devez être conscient de tout ce qui vous arrive en évitant d'agir dessus. Je dirais simplement, vous êtes le spectateur de votre conscience. Bon, je ne nie pas que ça relaxe. Je ne nie pas que probablement ça fait certainement de très bons effets au cerveau. Maintenant, il y a deux choses qui, moi, me gênent avec ça. La première, c'est que on ne sait pas si cette pratique est toujours entièrement positive. Il y a eu des flips, mais ça ne me gêne pas, parce que je veux dire, à la limite, bon, si un produit est actif ou si une technique est active, il est normal qu'elle ait, comme on vient de dire sur les psychédéliques, parfois des effets secondaires négatifs, parce que s'il existait une technique ou un produit que je dirais, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, ou faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun risque et tout, vous soupçonneriez avec raison le placebo. Bon, quand quelque chose est actif, il peut y avoir des effets négatifs. Donc, il peut y avoir des états négatifs. Là où ça me gêne beaucoup, c'est qu'il y a chez les pratiquants aujourd'hui de la méditation pleine conscience une espèce inconsciente de double langage, qui est de dire, d'un côté, c'est pas de la religion, c'est pas le bouddhisme, on a extrait ça du bouddhisme, etc. C'est sans religion. Ok, moi je veux dire ça, l'idée ne me gêne pas. Mais d'un autre côté, il y a tout un discours quand même qui reste, je dirais, enveloppant de spiritualité, alors que l'ensemble de la pensée bouddhique, c'est bien autre chose que la méditation pleine conscience. Et donc, par exemple, est-ce que la méditation pleine conscience augmente la compassion, comme on dit? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour employer une expression favorite de Marc, du moral enhancement? Il n'y a qu'à demander à Anders Breivik, qui a pratiqué la méditation pour pouvoir massacrer 80 personnes en gardant son sang-froid comme on le connaît. Mais il n'y a pas qu'Anders Breivik, parce que s'il y avait qu'Anders Breivik, on dirait, bon, c'est un cinglé de base. Bon, il y a un livre qui est sorti qui est assez passionnant, qui s'appelle Le Zen en guerre, dont j'ai oublié l'auteur, mais c'est pareil, je vous enverrai les coordonnées par la suite. Le gars n'est pas un anti-bouddhiste, il est lui-même moine soto-zen. Hein, c'est-à-dire, c'est un pratiquant de la méditation, et il est lui-même ordonné, etc. Mais il dit, ouais, quand même, le zen, qui pratique une forme de pleine conscience, sous l'Empire et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le rôle du zen a quand même été plus qu'ambigu. Ça ne nuit pas au fait de dire que la méditation relaxe. Hein. Caroline Williams a vraiment raison dans ce qu'elle dit. Mais attention, dans ce cas, dites-le bien, ça n'allez pas sortir des histoires de compassion et des choses comme ça. C'est-à-dire, effectivement, c'est une pratique
Bon, maintenant il y a une autre question il y a deux autres questions sur la méditation, c'est à quel prix? C'est-à-dire que bon, pour obtenir un état de relaxation de base, ok. Mais enfin, je ne sais pas si vous avez testé la méditation pleine conscience. Oui, bah, je pratique assez souvent. D'ailleurs, j'ai même fait une retraite de 10 jours. D'accord. Donc, j'ai une bonne connaissance, disons, de certaines pratiques, notamment Vipassana. D'accord. Quoi, Alors, justement, une question que je vais te poser, là, on va changer l'interview, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu n'en as pas simplement assez? C'est-à-dire quand tu pratiques la méditation, bon, tu pratiques la méditation. Parce que moi, je dois dire que j'ai quand même une grande question qui se pose quand j'ai pratiqué longtemps. Mais à l'époque, on parlait de zazen parce que le terme de pleine conscience n'existait pas. Et la grande question que je me posais en méditation, c'était quelle heure est-il et quand est-ce que ça va s'arrêter? Et je reconnais qu'après, il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais c'était très pénible. Oui, c'est sûr qu'il y a aussi je dois avouer que je suis pas un bon élève, on va dire. C'est-à-dire que dans la journée, des fois, je vais regarder l'heure, je me dis, ah bon, ben, j'ai pas fait de méditation aujourd'hui, tant pis. Voilà. Je m'impose pas non plus une sorte de, voilà, tu mentionnais religion, c'est pas quelque chose que je considère comme un rituel, par exemple. Même si, des fois, c'est bien d'avoir des rituels dans la journée pour, se nudger, comme on dit, dans certaines, mais, bon. Après, oui, la méditation, c'est tellement difficile aussi. Déjà, on se rend compte que quand on demande à quelqu'un de se mettre assis et de se concentrer sur sa respiration, tout le monde nous dira, bon, bah, c'est la chose la plus facile au monde, quoi. Je me mets assis, j'observe ma respiration. En fait, on se rend compte que on peut pas le faire pendant 10 secondes sans que le cerveau parte dans tous les sens. Et c'est là où c'est intéressant. Moi, je vois ça comme une sorte presque d'expérience presque scientifique dans la mesure où on observe son propre esprit. Voilà, il y avait une phrase comme quoi c'était, je sais plus qui c'est qui l'a dit. Enfin, si tu veux comprendre ton esprit, assis-toi et observe. Mais après, oui, je comprends aussi qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant vis-à-vis tu mentionnais compassion, le côté éthique des personnes qui sont des gourous, par exemple. Il y a beaucoup de rapports comme ça qui viennent d'Inde, où des gourous, ça les gêne pas tellement de faire venir des couples et de s'intéresser plus à la femme et de dire, oh, ça fait partie de la pratique spirituelle, je vais m'occuper de votre femme pendant quelques heures. Et il y a des cas d'abus sexuels et tout ça. Et des gens qui sont considérés comme des maîtres spirituels, presque des bouddhas. Et donc, il y a une sorte de découplage entre la pratique de la méditation et du bouddhisme et le comportement éthique de certaines personnes. Alors, il y en a qui pensent que c'est juste simplement le fait d'être humain et d'avoir du pouvoir sur les autres fait qu'à un moment donné, ça corrompt un petit peu l'esprit, même les plus, on va dire, illuminés dans le sens enlightenment. Mais bon. Non, mais c'est vrai que d'autant plus que je dirais qu'à la limite, pour les maîtres indiens, il y a l'excuse, c'est que c'est quelque chose qui est décentralisé. Par contre, il y a eu des scandales qui se sont produits là dans l'institution du bouddhisme tibétain, ce qui est gênant parce que là, c'est une institution. Effectivement. C'est-à-dire que bon, il y a le même problème que dans l'Église catholique. Bon, à la limite, quand un protestant fait un abus sexuel, ça ne regarde que lui, parce qu'il n'a pas de grand chef. Quand c'est effectivement qu'il y a un système de protection, etc., comme il y a eu dans le cas de l'Église catholique, c'est plus inquiétant. Et il semble que dans le cas du bouddhisme tibétain, il y a eu, bon, d'ailleurs, je lui donne peut-être un peu trop de confiance, mais j'ai l'impression que le Dalai Lama n'est pas impliqué dedans. Je pense pas. Mais bon, il y a eu quand même des cas institutionnels qui étaient assez graves. Et effectivement, bon, moi, ce qui me gêne aussi, c'est, bon, ça dépend aussi pourquoi on veut la faire. Et ça, tu vas peut-être me dire quand tu as fait ta retraite, ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire que, bon, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le côté outil scientifique, etc., où on apprend effectivement à voir comment l'esprit fonctionne et tout. Et puis, il y a la question qui est quand même celle du bouddhisme, qui est celle, je dirais, justement, tu disais dans l'enlightenment, l'illumination. C'est-à-dire, au bout de combien de temps on va avoir une révolution, une révélation cognitive sur ce qui se passe. C'est-à-dire réellement, bon, et j'ai l'impression quand même qu'il faut sacrément bosser pour y arriver, et que là, pour le coup, des aides technologiques seraient peut-être bien appréciées. Je ne sais pas si, Gaëtan, je ne sais pas si tu connais, il y a quelqu'un qui a écrit sur la méditation, justement, sur vraiment les outils de méditation et les meilleurs moyens d'arriver à la méditation, quelqu'un que j'adore, parce que je trouve qu'il est extrêmement précis, c'est Daniel Ingram, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Qui a écrit un bouquin qui s'appelle Hardcore Bouddha, enfin,
je me souviens plus du titre, où vraiment, alors lui, il est vraiment extrêmement précis sur le fonctionnement. Alors lui aussi, il est Vipassana, etc. Et bon, maintenant, la question que je me pose, et c'est pas du tout contre la méditation, mais on a tendance à mettre dans la méditation, à considérer toute forme de méditation comme étant équivalente et provoquant les mêmes effets, etc. Or, apparemment, ça n'est pas le cas. Apparemment, simplement le fait, selon certaines recherches, de méditer les yeux ouverts ou les yeux fermés peuvent changer la nature, effectivement, du fonctionnement de la méditation. Il y a une étude que j'ai trouvée qui date de 2015. Alors pareil, je redis les choses un petit peu prudentes. Hein. Cette étude a-t-elle été reproduite? Je n'en sais rien. Est-ce que les résultats ont été validés? Je ne sais pas. Mais ça m'avait intéressé parce que ça retrouvait certaines de mes expériences, etc. Et après, je vais reparler justement de l'art de la mémoire à propos de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont comparé deux types de méditants. Des Theravada, c'est-à-dire effectivement des méditants issus de Ceylan et du sud de l'Asie, et des méditants tibétains. Chacun avait deux types de méditation, ce qui est classique dans le bouddhisme. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient la méditation concentration, on se concentre sur quelque chose, ce que les Indiens, les Sri Lankais appellent le shamatha. Et les autres utilisaient une méditation qu'on appelle la deity yoga, où ils se visualisaient sous la forme d'une divinité. Ça, c'était les Tibétains. Donc, ils se concentrent de cette manière, les Tibétains se concentrent de cette manière, les autres se concentraient plus sur des objets comme la respiration ou un objet, etc. Et ils avaient tous les deux ce qu'on appelle la méditation, entre guillemets, pleine conscience. Dans un des cas, c'était le vipassana, c'est-à-dire effectivement où on note ce qu'on voit sans porter de jugement. Et dans le cas tibétain, c'était quelque chose d'ailleurs dont je ne comprends pas vraiment ce que c'est, qui s'appelle Rigpa, qui est en fait l'accession, après s'être visualisé sous la forme d'une divinité, à une espèce de, alors le terme anglais c'était pure awareness, pure conscience, etc. Je suis pas sûr de comprendre la différence avec le vipassana, je ne comprends pas. Justement, je trouve d'ailleurs que c'est intéressant parce que, donc, les effets des deux types de méditation, après analyse neurologique, ont donné des résultats différents. C'est-à-dire que, en gros, si mes souvenirs sont bons, la méditation de type Ceylan a tendance à augmenter le système, je crois, parasympathique, c'est-à-dire le réflexe de relaxation, alors qu'au contraire, la méditation tibétaine augmente plus le système sympathique, c'est-à-dire quelque chose qui est lié à la nervosité, si je ne me trompe pas entre les deux, quelque chose qui est plus lié à l'état d'éveil, à la vigilance, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant, et c'est là qu'on en arrive, à mon avis, à une question, quand tu me demandais, Marc, quelles sont des techniques. Il y a une technique dont dont très peu de personnes parlent, parce qu'elle est, entre guillemets, taboue dans le cadre de nos études, c'est le rôle du rituel, du mythe et du rite. Quand on regarde l'ensemble des cultures humaines, que ces cultures aient utilisé ou non des psychédéliques, que ces cultures aient utilisé ou non la méditation, que ces cultures aient utilisé ou non la danse jusqu'à épuisement, il y a des tas de techniques comme ça pour atteindre des états extatiques, il y a toujours un rituel. Or, que font les chercheurs très souvent là-dessus, c'est on va enlever le rituel et on va garder entre guillemets l'aspect médical de la technique. Parce que, n'est-ce pas, les rituels, ça veut dire croire à des dieux, les invoquer, etc. Et en fait, le rituel est absolument partout, y compris, je crois, dans le bouddhisme du sud-est asiatique, hein, où il y a du rituel, et y compris dans le zen, qui n'est pas du tout une pratique non rituelle. Hein, donc, effectivement, bon, et je pense que le rituel est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que le rituel, quelles que soient les croyances associées, c'est déjà un déplacement à l'intérieur d'un univers virtuel où vous êtes obligé d'avoir d'autres réactions que dans le monde classique. Donc vous créez un univers virtuel et dans cet univers virtuel, vous prenez un psychédélique, vous faites de la méditation, vous dansez jusqu'à épuisement, etc. Et en fait, le centre, c'est... je dirais, c'est comme un monde virtuel. Ce qui est central dans un monde virtuel, c'est le contenu de ce monde virtuel. C'est pas la réaction de la souris. C'est même pas la résolution du monde virtuel. C'est vous créez le monde, vous créez le gameplay, et après,
Vous vous posez la question de savoir si vous pouvez avoir une autre résolution, si vous pouvez faire ça avec un casque, etc. Vous créez d'abord l'univers virtuel et vous réfléchissez à ça. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important. Et effectivement, dans le cas du bouddhisme tibétain, quand on étudie le bouddhisme un petit peu, justement, en tant que religion, etc., on s'aperçoit qu'il y a une ritualité monstrueuse. Alors, chez les Tibétains, ça atteint des niveaux de baroque absolument extraordinaires, mais également au Japon, où il y a les sectes Shingon et Tendai, qui sont aussi qui sont très psychédéliques dans leur art, etc., avec des espèces de trucs fractales qui se multiplient, etc. Et je pense qu'effectivement, il va falloir un jour travailler sur le rituel. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, je reparlerai de l'art de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que tout à l'heure, j'ai parlé de l'art de la mémoire comme une technique pour mémoriser. C'est-à-dire, comment je fais pour retenir les 30 pays? Bon, c'est pas passionnant à l'ère de Google. Je trouve que personnellement, bon, j'ai fait le test, je me suis dit, tiens, ça marche, je vais pas continuer après, quoi. Parce que après, si vous voulez mémoriser des théorèmes mathématiques, ça devient beaucoup plus difficile de mémoriser des concepts vraiment complexes. Donc, c'est une technique, bon, qui est intéressante, mais je peux pas dire qu'elle ait changé ma vie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'art de la mémoire à la Renaissance, des moments où l'imprimerie commence à fonctionner et où on commence à mémoriser les choses différemment de l'époque qu'aux époques précédentes, l'art de la mémoire va devenir ce que Johan Couliano appelle un yoga de l'Occident. C'est-à-dire, on crée des palais de mémoire, et dans ces palais de mémoire, on met des choses qui sont significatives. C'est-à-dire, et c'est en se baladant dans cette signification qu'on atteint plus ou moins certains états de conscience. Et c'est comme ça que l'art de la mémoire va se mêler avec l'alchimie, etc., pour donner finalement ce qu'on a appelé par la suite pratiquement, je dirais, l'ésotérisme occidental. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose là-dedans qui vient peut-être de l'art de la mémoire. Je simplifie encore, parce que l'ésotérisme occidental a beaucoup de sources, etc. Mais je pense que l'art de la mémoire, tel qu'il a été pratiqué, notamment par des gens comme Giordano Bruno, etc., a joué un rôle fondamental dans la création de ce qu'on a appelé l'ésotérisme occidental. Et je pense que l'art de la mémoire est peut-être un paradigme pour comprendre la notion de rituel. Alors là, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Lynn Kelly, qui est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'ésotérisme, ni quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un de très, très pragmatique. Elle a même écrit un livre de scepticisme sur les phénomènes paranormaux. Donc, elle n'est pas du tout là-dedans. Mais effectivement, elle a constaté que, quand elle mettait dans son palais de mémoire différentes histoires, elle est australienne, donc elle est très proche des aborigènes, etc. Elle s'est rendue compte d'abord que les aborigènes étaient des gens qui avaient une mémoire absolument extraordinaire, parce que eux, leur art de la mémoire, c'était un mélange de chant, de danse et d'imagerie, et qui pouvaient savoir à quel moment, dans quel coin telle plante poussait, est-ce qu'elle était toxique ou pas. Tout ça était consigné dans ce qu'ils appelaient leur piste de chant, qui sont des pistes de chant liées au territoire. Gaëtan, tu es à Sydney, tu as peut-être, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ou de connaître ce genre de choses, etc. Donc, elle dit, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait des expériences, elle a commencé à mélanger, à vouloir retenir, elle est passionnée d'ornithologie, à mettre dans son palais de mémoire, qui était en fait son jardin, et le coin autour de chez elle, les différentes races d'oiseaux, et que petit à petit, dans sa tête, se sont constituées des histoires qui permettaient de mettre en relation les différentes races d'oiseaux et qui impliquaient des êtres humains avec certaines têtes d'oiseaux, etc. C'est-à-dire que petit à petit, pour des raisons totalement pragmatiques, et pas du tout liées à la croyance, elle a commencé à créer un système mythique. Et que, par exemple, quand elle utilisait un lieu de mémoire, à un moment, si elle met les noms des philosophes, il y avait Sigmund Freud, je crois, etc. Et de l'autre côté, il y a l'homme de Néandertal, parce qu'elle utilise le même palais de mémoire pour souvenir l'histoire de la préhistoire et l'histoire des philosophes, elle dit oui, Freud, l'homme de Néandertal, etc. Donc tout ça commence à se mélanger, et donc on voit comment se créeraient peut-être des mythologies et des rituels, et je pense que ça c'est quelque chose qui est, à mon avis, et qui est aussi très lié à la notion de rêve, puisque finalement ça crée quelque chose de totalement onirique, donc on revient au rêve de tout à l'heure, et je pense que ça c'est très important, et je pense que là-dessus il y a vraiment une recherche à faire, et une recherche qui a été éliminée parce que je pense que on ne veut pas, comme c'est beaucoup plus lié au thème de la religion, on essaye surtout de dire sortons les pratiques, alors qu'en fait peut-être la vraie clé elle est dans le rituel,
plus que dans les pratiques, je dirais, qui seraient presque des adjuvants pour augmenter la capacité à pénétrer dans cet univers onirique et virtuel, et pas du tout central. N'oublions pas quand même que le chaman de base, c'est-à-dire le chaman qui a donné son nom au chamanisme, c'est-à-dire le sibérien, n'utilise pas de drogue, par exemple. Alors qu'on dit souvent le chaman, on pense tout de suite à l'Amérique du Sud, à l'ayahuasca, etc. Mais non, je veux dire, le chaman sibérien n'utilise pas de drogue, à notre connaissance. Tu me fais penser, Rémi, qu'il y a comment dire, des pratiques qui utilisent énormément les rites et estiment qu'à travers ces rites, ils arrivent à se transposer mentalement dans des sphères complètement différentes. Ce sont les pratiques très chrétiennes du monastisme et de la prière. Qui passe voilà, par tout un ensemble de rites très très complet avec des constitutions d'espace bien définies où on se transpose dans un monde complètement différent et où on arrive à des expériences. Les exercices spirituels de Ignace de Loyola, par exemple. Voilà. En pratiquant le jeûne ou pas le jeûne, évidemment, il peut y avoir des transformations biologiques par l'ascèse, mais simplement l'accumulation des rites, on peut imaginer en effet, aide à transposer comme ça l'état de conscience. Mais alors, donc, voilà, tu nous as encore donné quantité d'exemples, mais tu nous as dit un petit peu rapidement plus tôt qu'il t'était arrivé toi-même de pratiquer certaines expériences pour voir un petit peu voilà, comment est-ce que ça marche. Tu nous as dit qu'il t'était arrivé de pratiquer ce que tu appelles des bits binauraux. C'est quoi ça? Alors, ça m'arrive plus que souvent d'ailleurs, parce que je l'ai encore fait hier. Bon, c'est un système, en fait, en gros, bon, il y a une onde sonore, un son, et il a quelques hertz de différence entre le côté gauche et le côté droit, et au lieu d'être un son unique, ça donne une espèce de wou, 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 comme ça, c'est-à-dire qui est une illusion. Ça, c'est l'aspect technique du bit binauraux. L'idée de base, qui est très contestée scientifiquement, hein, je dis, c'est considéré comme de la pseudo-science. Moi, je dis toujours, je suis désolé, mais ça marche sur moi, j'y peux rien, ça marche sur moi. C'est effectivement que si la différence en hertz entre les deux sons, enfin entre le même son, effectivement modulé différemment, est synchronisé sur les ondes cérébrales, et ben en fait on va retomber dans une espèce on va activer les états de conscience liés à cette onde cérébrale. Alors bon, il y a des tas de questions, il y a eu des études qui ont été faites, qui ont dit non, il se passe rien. Il y a d'autres études qui ont été faites, je crois d'ailleurs que c'est Guillaume Dumas, que vous connaissez, hein, je crois, qui l'a fait, et qui m'a dit que bon, rien ne prouvait que le fait que ça soit binaural et qu'on fasse pas le son simplement rythmé, que ça soit meilleur que ça soit binaural. Et bon, je pense que Guillaume a tout à fait probablement raison sur le sujet, je ne sais pas. Mais bon, bref, moi, j'utilise des ondes binauraux, des bits binauraux. J'utilise un programme qui s'appelle Gnoral comme GNU, c'est-à-dire je n'ai rien payé, j'insiste. Hein, il y a des applications payantes de bits binauraux, surtout ne le faites pas. Hein. Vous pouvez avoir ça totalement gratuitement, donc il faut surtout pas s'amuser à payer les choses. Et j'utilise la version par défaut qui nous met, soi-disant, je dis soi-disant parce que j'en sais rien en réalité, en onde θ, c'est-à-dire au niveau du rêve, etc. Alors moi, qu'est-ce que j'ai expérimenté et qu'est-ce que j'ai constaté là-dessus? Première chose qui marche toujours, c'est je te parlais tout à l'heure de la méditation, je te disais que bon, la grande question que je me posais par la méditation, c'est quelle heure est-il? Là, le temps disparaît. C'est-à-dire que la version par défaut de Gnoral dure 73 minutes. Je peux rester 73 minutes les yeux fermés à écouter un son unique sans avoir la moindre sensation d'ennui. Ça, c'est déjà en soi étrange. Alors, je veux bien que ça soit du placebo, mais c'est un drôle de placebo quand même. C'est-à-dire que bon, quand un placebo vous fait avoir des sensations que vous n'avez jamais eues, est-ce que c'est encore un placebo? J'en sais rien, mais bon. Donc, j'ai ça. La sensation d'anxiété, de stress, effectivement, disparaît totalement pendant la séance. Mais j'insiste sur le pendant la séance. On enlève ses écouteurs, c'est fini.
pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas constaté, par contre, d'amélioration. Bon, peut-être que si je le pratiquais tous les jours, 73 minutes pendant 3 mois, je constaterais quelque chose. Je dis pas le contraire, mais là, je ne peux pas dire que j'ai constaté de changement définitif. Et parfois, en me concentrant justement sur la respiration, etc., on atteint des niveaux de, je dirais, un peu psychédéliques, très légers. Et une des expériences les plus intéressantes que j'ai faites, c'était de me rappeler mes rêves et de me concentrer sur l'imagerie de mes rêves nocturnes pendant la séance de mythes binauraux. Et là, effectivement, à un moment, je suis arrivé à une espèce de sensation de silence absolu qui était assez étrange. Je dis, c'est peut-être du placebo, je ne suis pas une bonne personne, puisqu'il aurait fallu me faire tester avec du bruit blanc, sans que je connaisse l'état, etc. Me faire tester, effectivement, sans que ça soit binaural, mais simplement du rythme, etc. Donc, je ne peux pas dire, c'est la technique du binaural, je ne sais pas, mais j'ai quelque chose. Rémi, pour aller encore dans une autre direction, je pense qu'il y a un domaine donc qui t'intéresse d'exploiter, d'explorer, et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, pour essayer de parler de ce qui peut définir la conscience ou les différents états de conscience. Qu'est-ce que c'est que l'approche par l'étude des qualia? Est-ce que certains usages, dans ce sens, ont un intérêt pratique, comme celui que tu viens de nous décrire? Ou bien est-ce que c'est que de la philosophie, ces histoires de qualia? Bon, ceci, j'aime beaucoup l'expression, c'est que de la philosophie. Mais les qualia, c'est simple, on les a tous, c'est ce qu'on ressent. C'est, je prends du chocolat, j'ai la sensation du chocolat. Voilà. Donc, les qualia, c'est pas une pratique, c'est simplement le fait d'être conscient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'être conscient? Il y a une définition de Thomas Nagel qui est intéressante, c'est on se pose la question de la conscience, si on se pose la question, qu'est-ce que ça fait d'être cela? C'est-à-dire qu'il a fait un texte connu qui est qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? C'est vrai qu'on se pose pas tellement la question de qu'est-ce que ça fait qu'être une chaise, par exemple. Donc, spontanément, on pense que la chauve-souris a des qualia. Alors, le problème des qualia, c'est que ça pose une question qui est absolument fondamentale et qui peut complètement, ou non, parce que j'ai pas d'avis fixé dessus, révolutionner notre conception de la réalité elle-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience tel qu'il a été posé par David Chalmers. C'est-à-dire, le problème difficile de la conscience, c'est, même si on a établi toutes les corrélations possibles entre le cerveau et les états de conscience différents qui peuvent être simplement le goût du chocolat, je ne parle plus d'état de conscience altéré. Même si cette corrélation est totale, c'est-à-dire si on a une carte du cerveau absolue, on ne saura pas, on ne pourra pas expliquer pourquoi ça se traduit sous la forme d'expérience. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est un problème difficile, parce qu'il y a les problèmes faciles. Les problèmes faciles sont les problèmes liés à la cognition, à l'attention, ça on sait, et personne n'a de doute qu'un jour ou l'autre, on pourra pratiquement, même si au début de notre entretien, j'ai dit, bon, on n'en est pas là, mais je doute pas que d'ici 10, 15 ans, c'est des choses qu'on saura faire, quoi. Mais effectivement, on ne sait pas pourquoi tout ça peut très bien marcher comme ce qu'on appelle en philosophie de la conscience, justement, un zombie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune expérience. Donc, pourquoi avons-nous des expériences? Et ça, c'est la question. Alors, tu me dis, est-ce que c'est de la philosophie? Je dirais oui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du falsifiable pour l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est de l'ordre de l'ontologie, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, pour l'instant, la science n'y accède pas. C'est pas qu'elle n'y accède pas, et je reviens vraiment sur la question de problèmes difficiles, c'est elle n'y accède pas parce qu'elle n'a pas les réponses, mais parce qu'elle n'a même pas les moyens de formuler la question. C'est ça le problème difficile. C'est quelle est la question qu'on pose? Si c'est la question, quel est le circuit neural qui correspond au goût du chocolat, il n'y a rien de plus facile. Enfin, rien de plus facile. C'est faisable. Mais par contre, pourquoi est-ce que j'ai ce goût du chocolat? Et est-ce que mon goût du chocolat est ton goût du chocolat? C'est une question qui était déjà posée par Kant, je crois. On ne sait pas formuler la question. C'est un problème difficile. Et alors, de ce problème difficile, en suivent des reconceptions de la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, et je dois dire que moi, j'ai pas d'opinion fixée dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, par exemple, il y a les panpsychistes qui disent, finalement, l'expérience, la conscience existe jusqu'au bas de la matière. C'est-à-dire qu'un électron, un photon,
a déjà de manière extrêmement primitive une expérience. Donc c'est bien antérieur au cerveau et ça va jusqu'en bas, si j'ose dire. Comme on dit des tortues qu'elles vont jusqu'en bas. Donc il y a les panpsychistes, il y a les idéalistes analytiques comme Bernardo Kastrup par exemple qui disent de toute façon la perception que nous avons du monde, le monde c'est une conscience et ce que nous voyons c'est simplement notre conscience qui s'exprime et cette conscience elle est unique. Donc il est très Vedanta, je dirais, il n'y a qu'une conscience, parce que s'il y avait plusieurs consciences, se poserait la question de pourquoi est-ce qu'on voit tous la même chose. Là, on voit tous la même chose parce qu'il n'y a qu'une conscience. Et il y a des thèses plus originales, c'est ma préférée, qui est préférée pour des raisons esthétiques, hein, puisqu'il n'y a aucun moyen de prouver qu'elle est réelle, qui est celle de Donald Hoffman, qui dit, oui, de toute façon, Donald Hoffman est un professeur de sciences cognitives qui a fait une simulation pour savoir s'il était préférable pour une population de percevoir la réalité ou simplement de percevoir ce qui permettait sa survie. Et dans tous les cas, la population qui ne perçoit que quelque chose d'arbitraire mais qui permet sa survie est supérieure à la population qui perçoit mieux la réalité. Donc il en arrive à la conclusion que tout ce que nous percevons, c'est en fait une réalité virtuelle. C'est-à-dire en fait quelque chose qui n'a pas de réalité intrinsèque mais qui est représentative. Alors à la question de base, c'est ah oui, mais alors, puisque rien n'est réel, qu'est-ce qui m'empêche de me jeter du haut d'une fenêtre, etc. Il dit non, parce que quelque chose qui n'est pas littéral n'est pas forcément quelque chose qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Et il donne un exemple très simple, c'est il dit vous avez une corbeille sur votre bureau d'ordinateur, cette corbeille n'existe pas, le bureau n'est pas un bureau, le fichier, l'icône de votre fichier sur lequel vous avez travaillé pendant 6 mois n'est pas réellement un fichier, mais si vous jetez votre fichier dans la corbeille, vous perdez votre travail, et ça c'est vrai. Et pourtant, rien de tout ça n'a été vrai. Donc c'est ce qu'il appelle la théorie de l'interface. Et alors lui, bon là-dessus, il se base là-dessus pour dire qu'en fait finalement, non seulement tout ce que nous voyons est une réalité virtuelle, que le temps et l'espace sont des réalités virtuelles, et qu'au fond de l'univers, pour lui, ce sont des acteurs conscients qui interagissent entre eux comme une espèce de gigantesque Twitter ou Facebook des acteurs conscients, et que ça crée que l'univers émerge à partir de là. Bon, moi je trouve ça assez séduisant. Je n'ai naturellement aucun moyen de dire que il a raison ou pas. Hein. Ça, de toute façon, personne n'a les moyens. D'ailleurs, Hoffman est assez intelligent. Il a dit dans un podcast, parce qu'il a créé un modèle, il a dit je veux avoir la chance d'être la première personne à avoir tort sur le phénomène de la conscience. C'est-à-dire, en fait, il dit je veux créer quelque chose qui soit falsifiable. Alors, va-t-il y arriver? Pour l'instant, il travaille dessus. Hein, donc, on verra. Mais effectivement, bon, moi, j'aime bien ce que raconte ce bonhomme. Mais effectivement, pour l'instant, c'est plus une préférence quasiment d'ordre esthétique. Mais ceci dit, je voudrais quand même dire une chose, c'est que même si je ne sais pas si le monde est plutôt matérialiste, panpsychiste, acteur conscient, etc., quand on travaille sur la notion de conscience, il y a une chose qui, à mon avis, est importante, c'est de partir du principe que l'objet qu'on étudie existe. Et il y a tout un courant, souvent représenté chez les transhumanistes d'ailleurs, qui est dit illusionniste ou éliminativiste, qui dit finalement la conscience, c'est une illusion. Alors qui éprouve cette illusion, puisqu'il n'y a pas de conscience, je ne sais pas, mais qu'effectivement, bon, finalement, les qualia, circuler, il n'y a rien à voir, grosso modo. C'est un peu le message de gens comme Dennett, Churchland, etc. Et quelque part, ce qu'il disait juste, parce que dans le cas des problèmes faciles et dans le cas de ce qui est falsifiable, effectivement, on n'a même pas preuve de l'existence des qualia. Je ne sais pas si vous, en face, vous avez des états mentaux, vous êtes peut-être des zombies. Moi, je sais que j'en suis pas. Hein. Mais donc, effectivement, il y a une logique, mais il y a une logique qui est quelque part aberrante, qui est de dire, bon, bah, finalement, on n'a pas la solution, on n'a pas la question et tout, donc allez, on laisse tomber, ça n'existe pas, c'est tout. Est-ce que tu as entendu parler, ça te dit quelque chose, la théorie de la relativité d'échelle? Pas du tout. Je t'invite à regarder ça. C'est notamment porté par un Français, en plus, alors Cocorico, un mec qui s'appelle Laurent Notal. Et son idée, autant que je comprenne, enfin, en tout cas, évidemment, il applique ça à des maths et à de la physique, mais ça peut s'appliquer peut-être à la notion de la conscience, tout simplement en reprenant le terme d'émergence hein, que tu as cité rapidement tout à l'heure, mais en disant que jusqu'à présent,
on est incapable de répondre à cette question-là parce qu'on a tendance à appliquer à certaines échelles des logiques et des mots qui valent pour d'autres niveaux d'échelle. Et donc, on est toujours en pleine confusion. Par exemple, quand tu dis poubelle ou fichier de ton ordinateur, tu utilises des mots qui correspondent à quelque chose enfin, un certain niveau, à une certaine échelle physique. Par exemple, je sais pas, la poubelle que tu as sur ton bureau ou le fichier que tu as posé vraiment sur ton bureau matériel avec des feuilles, tout ça, un classeur. Alors que la réalité qui se passe dans ton ordinateur, c'est à une autre échelle. On a tendance à utiliser un mot pour un autre. Et en termes de compréhension de la conscience, on fait souvent comme ça parce qu'on n'a pas d'autres moyens, tout simplement. Mais que voilà, que le fait que on a tendance à transposer comme ça aux différentes échelles ne nous aide pas finalement. Et donc, il faudrait arriver à construire d'autres logiques, à avoir d'autres mots pour décrire les différentes réalités aux différentes échelles. Je pense que c'est une direction intéressante dans laquelle chercher pour réfléchir à ces notions. C'est une parenthèse personnelle. Je ne connais pas du tout cette théorie, donc je ne peux pas la commenter du tout. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, tout à fait d'accord sur l'échelle. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit je préfère parler de l'esprit que du cerveau. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans mon esprit. Si tout émerge du cerveau, ou si les neurosciences prouvent qu'effectivement, ça fait ça, super. Il ne s'agit pas du tout de critiquer les neurosciences, mais c'est pas mon champ d'étude. C'est-à-dire, c'est pas là-dessus que je travaille. Donc là, je suis d'accord. Maintenant, il faut faire attention. Alors, je ne sais pas du tout si c'est ce que dit ton philosophe, puisque je ne l'ai pas lu, je ne connais pas du tout, mais il faut faire attention à la notion d'émergence. C'est-à-dire qu'effectivement, l'émergence, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'il se produit, bon, pour reprendre le thème de base des systèmes complexes, c'est-à-dire qu'il se produit à un certain niveau de complexité entre les différents agents, des phénomènes qu'on ne peut pas prédire à partir du comportement de chaque agent. Ok, on est d'accord. Mais ça, je dirais que pour l'application problème facile, on est d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est comme ça que les fourmilières fonctionnent, c'est comme ça que tous les systèmes complexes fonctionnent. Mais la question, est-ce que l'expérience peut être produite par de l'émergence, ou est-ce que là l'émergence devient une espèce de cache-tout en disant bon ça finit bien par émerger, quoi. C'est-à-dire effectivement bon, il y a un exemple que moi je donne toujours, c'est-à-dire que bon, on prenait le fameux jeu de la vie de Conway, vous avez des petits pixels qui s'allument et qui s'éteignent, qui vont créer des formes extrêmement complexes, et au final, il s'avère que c'est une machine de Turing universelle et qu'on peut créer donc toutes les formes d'ordinateurs et même des univers entiers, en théorie, à partir du jeu de la vie. Ok, mais jamais un pixel qui était dans un jeu de la vie noir et blanc ne deviendra vert. Jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, et je pense que c'est ça le problème de la conscience, c'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr qu'il y a de l'émergence, et d'ailleurs les psychistes se posent la question de l'émergence, parce que comment est-ce qu'effectivement une conscience comme la conscience humaine émerge à partir éventuellement de petites choses conscientes qui seraient des électrons, etc. Donc la question de l'émergence, elle existe, bien sûr, mais alors je ne sais pas du tout si c'est ce que dit le philosophe dont tu as parlé, ou le chercheur, je ne sais pas. C'est plus un mathématicien qu'un philosophe, Laurent Notal, un physicien même. D'accord. Donc, je ne sais pas du tout si c'est ce qu'il dit, mais je réponds à souvent cet argument de l'émergence qui est souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin humoristique où on voit un type qui a un tableau noir qui fait des tas d'équations et au milieu, sur le tableau, il y a écrit et ensuite arrive un miracle et ensuite il continue ses équations. Et il y a un type qui regarde le tableau qui dit oui, je pense quand même qu'il y a à l'étape 2, il manque quelque chose. Et effectivement, c'est ce problème de la conscience, c'est-à-dire que l'émergence joue certainement quelque chose dedans, mais effectivement, bon, c'est intéressant d'ailleurs de voir que les gens comme Stuart Kauffman, qui sont parmi les premiers chercheurs dans le domaine de l'émergence, quelqu'un de Santa Fe, etc., s'intéressent beaucoup aussi à la notion de conscience et au panpsychisme. Donc ça veut dire que c'est pas du tout contradictoire. Ok. C'est vrai que cette question de la conscience, on pourra en parler pendant des heures, parce que c'est tellement d'hypothèses différentes, etc. Il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport au psychédélisme. Ça nous fait, les psychédélismes nous amènent vraiment sur des états de conscience extrêmement différents. Et donc, il y a des personnes qui vivent
des expériences très riches en ayant consommé de la DMT ou de l'ayahuasca. Et donc, il y a certaines, on va dire, certaines expériences qui sont presque similaires entre les différentes personnes qui ont expérimenté tout ça, notamment supposer rencontrer des créatures humanoïdes ou des choses comme ça, d'avoir des sortes de connaissances. Donc, ils sont vraiment en train on va dire les psychonautes rapportent qu'ils vivent des choses qui sont plus que simplement une hallucination du cerveau, quoi, en fait. On est là à se demander, finalement, est-ce que c'est en utilisant ces drogues, ces substances qui modifient peut-être la chimie du cerveau, est-ce qu'on accède à une autre réalité, ou si on reprend la théorie de Daniel Hoffman, est-ce que ça nous permet pendant un petit instant, de voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres? Alors après, c'est une question extrêmement spéculative, parce que effectivement, on sait pas. Bien sûr. D'autant plus que, bon, j'ai pas d'expérience du DMT et de l'ayahuasca, hein, je dis tout net, donc ce que je connais est purement théorique. Mais c'est vrai que déjà, la première chose que je constate, c'est qu'effectivement, première chose, c'est que d'après ce que je lis sur le DMT, l'ayahuasca, paraît-il, bien étant basé sur le DMT, d'après ce que j'ai lu, est quand même un effet différent du DMT injecté ou fumé. Hein, j'en sais pas plus. C'est que c'est très différent du LSD et des champignons. Ça, c'est la première chose. Parce que le LSD et les champignons, il y a des tas de choses extraordinaires qui se passent. Là, bon, je connais. Le problème, c'est que je ne sais pas si ce que j'ai pris était du LSD ou des champignons, si je sais que c'était des champignons. Mais le LSD, dans les années 70, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les tontons flingueurs. À un moment, il y a Francis Blanche qui donne à Lino Ventura un alcool de contrebande, et l'autre lui dit ça a le goût de pomme, et Francis Blanche répond il y en a. Donc, c'était un peu ça, hein, à l'époque, hein, je veux dire, il y en a. Bon. Mais bon, apparemment, ça correspondait à ce qu'il y avait dans les bouquins, donc c'est bon. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'entité, etc. Le DMT, bon, ouais, un bouquin que j'adore, je ne sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle Alien Information Theory, qui reprend toutes ces théories dont tu parles, de Andrew Gallimore, qui est absolument, bon, je veux dire, qui est explosif au niveau du cerveau, hein, qui repart sur toutes ces théories, etc. Je trouve ça excessivement fascinant, personnellement. Bon, est-ce que je crois que ce sont de vraies entités? Vraiment, je sais pas. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faudrait que... Et puis même en faisant l'expérience, d'après ce que dit Gallimore, c'est-à-dire 5 minutes, et lui, il travaille avec Rick Strassman pour essayer de voir si ça pourrait pas durer plus longtemps, parce que c'est trop court, etc. Mais ce que je constate simplement, c'est que, je reprends l'histoire du rituel de tout à l'heure, hein, c'est que dans toutes ces pratiques, y compris les pratiques bien sûr chrétiennes, hein, Marc, il y a des entités. Il est question d'entités. Et effectivement, ça fait partie des choses qu'on a mis sous le paillasson. On n'en parle plus. C'est le côté, bon, donc on utilise très souvent quand on parle de tout ça, une espèce d'orientalisme qui n'est pas d'ailleurs la véritable religion orientale, hein, c'est-à-dire effectivement où, bon, on est un avec l'univers, etc. Et on ne pose pas cette question des entités. Bon. Moi, mon point de vue qui est naïf et qui est pas de quelqu'un qui a fait des expériences particulières là-dessus, c'est est-ce que ce sont de vraies entités au sens où vous et moi sommes des entités, c'est-à-dire que quand la séance s'arrête, ces entités continuent à aller à leurs affaires, avoir des peines de cœur, bosser, aller dans l'équivalent transdimensionnel du Franprix. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Par contre, est-ce que, pour rester dans les thèse de Hoffman, d'ailleurs. D'ailleurs, Gallimore le dit bien aussi, il dit oui, de toute façon, soyons clairs, sous DMT, vous modélisez l'univers tout autant que dans votre état normal. C'est un modèle. Donc, est-ce que ces entités, entre guillemets, ne seraient pas des interprétations des choses, de la conscience qui, pour l'instant, seront peut-être beaucoup plus bizarres à la fois que d'autres, qui seraient ni des hallucinations au sens, bon, bah, on laisse tomber, ça nous intéresse pas, mais qui seraient pas non plus des entités au sens où nous, on pense entité. Et, bon, il y a je vais définitivement perdre ma réputation en citant un occultiste et un magicien cérémoniel, mais Ludmilla Duquette a dit un jour, tout ça, ça se passe dans votre tête, mais vous imaginez pas à quel point votre tête peut être grosse, grosso modo, et je pense que ça décrit très bien les choses, c'est-à-dire que, ouais, c'est probablement, je pense pas que, je sais pas, mais je pense pas qu'il y ait vraiment des entités, mais
Est-ce qu'il faut prendre au sérieux, pour reprendre l'histoire du bureau, la perception de ces identités? Ça, je suis persuadé que si. N'oublions pas quand même que, bon, ce qu'on voit sous DMT, bon, moi, par exemple, bon, très peu d'expérience, mais des fois en rêve lucide, dans 99% des cas, les personnages que je vois en rêve lucide, je vois bien que c'est mon inconscient qui les crée, rapidement, que c'est des marionnettes. Puis des fois, il y a un qui va se tourner vers vous, qui va vous dire un truc, qui va vous laisser baba, et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Ça m'est arrivé, par exemple. Bon. Est-ce que c'était une vraie entité? Je ne pense pas. Mais elle n'était pas du même ordre que les autres. Et je pense qu'il faut penser aussi en termes d'ordre. C'est peut-être des hallucinations, mais toutes les hallucinations ne sont pas du même ordre. Et n'oublions pas tous les témoignages de gens qui ont vu, que ça soit Lourdes, que ça soit les gens qui se pensent, qui sont quand même, John Mack a fait des études sur les gens dits, entre guillemets, enlevés par des ovnis. Ce sont la plupart du temps des gens tout à fait sains d'esprit, pas du tout soucieux d'attirer l'attention, pas du tout des escrocs, et qui ont cette expérience. Alors, est-ce qu'il faut la prendre au premier degré, des extraterrestres les ont enlevés? Je pense pas, parce qu'une civilisation avancée de plusieurs millions d'années qui vient pour mettre une sonde anale chez les gens, c'est pas crédible, quoi. Alors que nous-mêmes, on peut prendre de l'ADN simplement en grattant la bouche, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Par contre, ça ressemble beaucoup, et ça beaucoup l'ont constaté, hein, c'est pas une idée qui m'est originale, pas au rythme, mais aux expériences de démembrement et de mort et de résurrection du chaman dans les tribus. C'est-à-dire effectivement dans les populations, qu'elles soient sibériennes, qu'elles soient etc. Le chaman est démembré par les esprits et recomposé. Et ça ressemble beaucoup, y compris l'idée de l'implant de cristal qu'on retrouve chez les aborigènes, par exemple. Donc il y a quand même tout un courant qui n'est pas simplement un courant de croyance, parce que les gens qui sont, entre guillemets, capturés par les ovnis, ils n'ont pas de contact avec ces croyances, qui apparemment a une certaine universalité. Et qu'on retrouve avec le DMT, qui ressemble aussi beaucoup aux témoignages sur les fées. Vous savez que les fées, dans les pays celtiques, ne sont pas du tout des êtres sympathiques. Ce sont des êtres beaucoup plus inquiétants et aliens que ce qu'on a fabriqué ensuite. Donc effectivement, il y a tout ce courant d'idées que je trouve fascinant pour l'expérience. Je n'ai pas d'interprétation de ça, mais je trouve qu'effectivement, voilà un truc qu'il faut étudier absolument. C'est fascinant, et puis je pense que, ne serait-ce que sociologiquement, il y a quelque chose à... Et anthropologiquement aussi, pour voir d'où ça vient, les origines de ces histoires, de ces mythes. Alors, une autre façon une autre avenue pour l'amélioration des aspects cognitifs, donc du cerveau et de l'esprit, c'est l'idée du moral enhancement, comme tu l'as dit avant, et c'est quelque chose que Marc aussi parle beaucoup. Et donc, je vais laisser Marc peut-être expliquer déjà ce que c'est et poser une question relative à ce moral enhancement. Oh ben pour le dire rapidement, bon d'abord il faut se méfier énormément de la traduction, il faut surtout pas traduire par augmentation morale, sinon on n'a rien compris. Je pense que moi je préfère essayer de traduire en disant quelque chose comme amélioration des prédéterminations, même plus comportementales à la limite, et donc de donner des exemples pour être encore plus précis. Par exemple, partir du constat que tout un chacun a une certaine faculté à l'agressivité, par exemple, à la xénophobie. En fait, je pense qu'on est tous plus ou moins xénophobes, même si on s'en rend pas compte, parce que tout simplement l'étrange, le différent provoque une réaction d'abord de méfiance, mais d'autres aspects aussi. Un des éléments les plus importants, à mon avis, c'est ce que, par exemple, Henri Laborie appelait la dominance. Alors, on a tous besoin, sans doute, d'un certain degré ou dans certaines circonstances, d'un petit peu de dominance. Ça aide à se sentir mieux. Mais le problème, c'est que tout ça, l'agressivité, la xénophobie, la dominance, eh bien, en situation de société, ça a des conséquences qui peuvent être dramatique, ça peut aller jusqu'au meurtre, par exemple, ou autre, ou à la déclaration de guerre, etc. Et donc, à partir du moment où on accepte ce constat-là, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe des moyens autres que l'éducation, la culture, la philosophie ou la loi, pour essayer d'agir sur ces prédéterminations là.
Donc voilà, l'idée de, moi je dis, on peut dire aussi, une autre proposition de traduction, c'est de parler d'amélioration mentale. Ça me paraît un peu plus proche de moral enhancement. Moral, tu veux dire? Oui, oui, de moral enhancement. J'ai dit quoi? J'ai dit mental enhancement. Donc c'est pour mieux traduire moral enhancement. Je préfère traduire par amélioration mentale et pas morale, parce que moral en français. Ah, d'accord, donc c'est ça que je voulais dire. Oui, donc tu dis mental. Moral a des connotations. Quand on entend moral en français, on pense à la morale. Or, c'est pas exactement ça que dit le terme anglais. Donc voilà, à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme outil. J'ai déjà été trop long sans doute pour essayer de donner mon idée du moral enhancement. Comment est-ce que tu poserais la question à partir de là, Gaëtan? Oui, ben c'est pour savoir si déjà, Rémi, tu as déjà, je sais pas, lu ou entendu des choses qui pourraient nous aider à augmenter, enfin, voilà, le caractère mental de ces prédispositions qui sont bien souvent issues de l'évolution darwinienne classique. Il y a certaines choses qui étaient adaptives quand on était dans la savane africaine il y a 1 million d'années, qui aujourd'hui, posent des problèmes. Et le fait que l'évolution, elle est très lente. C'est-à-dire on est dans un monde qui a changé beaucoup plus vite que nos gènes. On est toujours un peu bloqué sur certains, voilà, comme mentionné Marc, l'agressivité, la dominance, la hiérarchie, ces genres de choses. Est-ce que on peut pas utiliser la technique? Moi, là-dessus, je suis peut-être pas sur la même ligne que Marc. Je sais que c'est une des passions de Marc. Moi, je reste beaucoup plus confiant dans la loi, l'éducation, la philosophie, etc. Toujours en disant, mais attention, si on a quelque chose à intégrer, il faut y aller. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout, comme je dis, c'est pas du oui-non. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, maintenant, c'est vrai que bon, qu'est-ce qui se passe dans la technologie? Il y a des technologies intéressantes. Par exemple, Jeremy Bailenson a beaucoup travaillé sur la compassion en monde virtuel. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un préjugé, etc., par exemple, contre une autre race, contre une personne grosse, contre une personne âgée, contre une personne d'un autre genre, etc., vivez quelque temps dans la peau de cette personne et voyez comment les autres réagissent et vous allez changer votre point de vue. Mais ceci dit, il a fait plusieurs études que j'ai pas en tête, je vous enverrai le lien sur l'article que j'avais écrit là-dessus, où des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. C'est toujours d'ailleurs un petit peu toujours le truc, un coup ça marche, un coup ça marche pas, et ça dépend de l'expérience et tout. Mais enfin, il se passait quelque chose, ce qui est toujours important, c'est de se dire il se passe quelque chose. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est pas complètement nul. Il y a même eu une expérience, je crois, qui plairait beaucoup à David Pierce, où on devient une vache. Et on va dans un abattoir? Je sais pas jusqu'où on va, mais effectivement, je pense que le but, c'est de rester, effectivement, de faire comprendre que la vie d'une vache, c'est pas très, très agréable. Mais bon, il y a toujours le double truc, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, d'abord, c'est quoi, c'est-à-dire si on commence à attaquer le truc au niveau du cerveau, au niveau neurologique, c'est quoi, par exemple, être alors, amélioration mentale, c'est quoi, comment est-ce qu'on procède à une amélioration mentale? Bon, je parlais tout à l'heure de l'ocytocine. Pendant un moment, on a dit à l'ocytocine, c'est extraordinaire, ça augmente les feelings de compassion. Bon, en dehors de cette histoire de double aveugle dont j'ai parlé, il y a aussi d'autres problèmes qui se sont révélés avec l'ocytocine. C'est-à-dire que ça augmente les sensations de compassion pour les siens. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des expériences, vous connaissez la fameuse expérience du trolley ou du tram, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a 3 personnes qui sont sur un rail, à côté, alors il y a première version, c'est vous avez 3 personnes sur un rail, 5 personnes sur une autre, vous pouvez faire changer le truc du train, est-ce que vous allez, il va plutôt vers les 5 personnes, est-ce que vous allez aller plutôt et tuer les 3 personnes? Ça, c'est la version douce, les gens vont dire en général, oui, je tourne. Puis la version beaucoup plus psychopathique, c'est-à-dire, vous avez le train qui arrive, il y a un seul rail, il y a 3 personnes dessus, il y a une personne obèse en face de vous, si vous poussez la personne obèse sous le train et que ça stoppe le train, est-ce que vous allez le faire? Bon. Donc, bon, il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est juste... mais bon, on a quand même fait le test en faisant...
aux Pays-Bas, c'est important quand je vous dis les Pays-Bas, parce que justement c'est un problème de racisme. On a fait faire le test après avoir fait un spray d'ocytocine au sujet, et il s'est avéré que si on disait que la personne obèse en question s'appelait ou Mohamed ou Herman, parce qu'apparemment il y a un racisme aussi des Hollandais envers les Allemands. Je savais pas ça, mais enfin bon. Et ben il avait plus tendance à être poussé. Et en fait, il semble que l'ocytocine augmente le feeling de racisme. C'est-à-dire qu'il augmente. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est d'accord, mais est-ce que quelqu'un qui a été formé par la philosophie a pensé que toute l'humanité partage une forme de lien de famille, etc., qui a été vraiment formé à ça et qui prend un spray d'ocytocine, est-ce que là, ça va pas vraiment augmenter sa compassion? C'est là qu'on trouve peut-être le problème de l'interaction entre la culture et des aspects. Et je ne sais pas si effectivement, ça serait intéressant de voir si, pour dire un exemple très simple, si on prend David Pierce, qui est donc un très compassionnel, etc., et qu'on lui met un spray d'ocytocine, est-ce que lui, il réagira de la même manière ou pas que d'autres? Ça, c'est intéressant, effectivement, de se poser la question. Ensuite, il y a le problème de la psychopathie. C'est-à-dire qu'il y a eu un bouquin assez drôle qui s'appelle Wisdom of Psychopath. J'ai oublié le titre, mais c'est pareil, on mettra l'auteur, on le mettra dans les liens. Donc, dans The Wisdom of Psychopath, d'abord, le gars prend un produit, effectivement, qui le rend un peu psychopathe. C'est-à-dire que bon, il prend le produit, je sais plus qu'est-ce que c'était, et par exemple, il explique pourboire, ou il prend les pièces du pourboire, enfin des choses qu'il ferait pas d'habitude. Bon, c'est assez drôle, mais il souligne aussi que les psychopathes et que la tendance psychopathique, ça ne fait pas que des tueurs en série ou des gens méchants. C'est qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe? C'est un type qui n'a pas de dégoût, en fait, qui n'éprouve pas de dégoût, et que par exemple, il y a des professions qui ont un très fort taux de psychopathie. Au premier chef, les chirurgiens. Alors c'est très drôle parce que les médecins généralistes ont un très bas taux de psychopathie. Les chirurgiens ont un très haut taux de psychopathie, ce qui est intéressant. Viennent derrière les grands patrons et ont sur moi les journalistes qui ont censé, paraît-il, aussi avoir un certain taux de psychopathie. Donc, effectivement, donc, si on supprime, c'est comme on parlait de l'autisme, est-ce qu'il faut vraiment supprimer la psychopathie? Et est-ce que la psychopathie, surtout, est quelque chose qui existe, je dirais, comme la compassion, à l'état pur, ou est-ce que c'est une construction culturelle à partir de tas d'éléments, dont certains sont effectivement chimiques ou génétiques, il ne s'agit pas de le nier, mais qui ne sont qu'une brique parmi d'autres. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas aussi, comme on parlait au départ de la culture, etc., tout à l'heure pour l'amélioration cognitive, est-ce que la morale ne passe pas par, effectivement, toujours par l'éducation, la culture, la philosophie, etc. Et bon, bah, s'il y a besoin d'un petit spray ou d'un ou d'un truc, bon, allons-y. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas inverser les choses. C'est-à-dire que je pense que la culture est primordiale, et je pense que c'est un peu tout ce qui ressort. C'est-à-dire quand je dis le rituel est primordial aussi pour les états de conscience, etc. C'est la construction culturelle d'abord. Et dans cette construction culturelle, on peut se permettre maintenant des choses qu'on ne pouvait pas se permettre il y a un siècle. Mais je pense que les transhumanistes un peu sérieux ne disent pas le contraire. Hein. Oui, Il n'est pas question, il n'a jamais été question de faire disparaître la culture, la philosophie, la loi, etc. et de tout remplacer par des algorithmes. En tout cas, ce serait vraiment pas. Que j'en connais certains. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, en tout cas, personnellement, et je peux me permettre de dire que pour ce qui est de l'Association française transhumaniste, les techno-progressistes envisagent pas du tout ce genre de choses. Et par ailleurs, je te rejoindrai moi assez facilement c'est important ce que tu dis, hein, en disant que la culture passe d'abord. Mais cela dit, j'ai quand même tendance à penser que on a quand même quelques milliers d'années derrière nous qui nous permettent de dire que la culture, la loi, l'éducation, etc., la philosophie, tout seul, enfin ça fait déjà pas mal de choses, ne permettent pas, ont montré, me semble-t-il, que ça ne permet pas de régler certains ou d'avancer sur certains problèmes. Et donc, le petit spray, qui soit d'ocytocine ou quoi que ce soit, pourrait, ça reste à démontrer, nous permettre d'accéder à des degrés, par exemple, de civilisation plus importants, et surtout permettre des niveaux de bonheur et d'harmonie peut-être plus importants. Voilà, c'est juste ça. Oui, non, mais de toute façon, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis, bon, la culture, oui, mais on va ouvrir de nouvelles formes de culture, de toute façon, avec tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la culture chiite, tu as raison, elle a échoué. Enfin, je veux dire,
quelque part, en tout cas dans ce domaine-là. Il y a des progrès, à mon sens. Il y a des progrès, mais effectivement, il vaut mieux vivre dans une démocratie que dans une dictature. Tu parles de l'esclavage, tu penses à la place de la femme dans un certain nombre de sociétés. C'est une comparaison sur 2000 ans. Moi, je trouve qu'il y a des progrès humains quand même. Mais surtout que, ce qui est intéressant, c'est prenons la place de la femme. Je dirais que le progrès, il a eu lieu au cours du siècle dernier. Oui, ça. N'oublions pas qu'en France, les femmes ont eu le droit de voter en 46, quand même. C'est quand même. Enfin, si je crois, hein, je suis pas sûr de ça. Mais, oui, c'est ça. En 46, c'est après-guerre. Oui. Donc, oui, je pense qu'effectivement, la culture, tu as raison, il s'agit pas de. Mais c'est vrai que bon, on voit bien ces jours-ci, d'autant plus ces jours-ci, que effectivement des choses dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles reviendraient reviennent. Donc, effectivement, et que des choses, reparlons de la place de la femme, on parle beaucoup de la Russie, mais parlons de Roe versus Wade aux États-Unis ces jours-ci, qui va être peut-être renversé. C'est des choses qui auraient été inimaginables, je dirais pas il y a 3-4 ans, parce qu'il y avait déjà Trump, mais il y a, je dirais, 7-8 ans, quoi. Donc, effectivement, bon, le gros problème de la culture aujourd'hui, c'est que si elle avance, mais que quelque part, et ça c'est très inquiétant, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui, elle n'empêche pas des reculs et que c'est pas forcément acquis, quoi. Donc ça c'est le côté un peu inquiétant. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle forme de culture, effectivement, qui serait impossible, je dirais, à déboulonner? Ça serait extraordinaire. Et est-ce que ça implique de la technologie? Je pense que de toute façon, une culture de demain doit impliquer la technologie. On ne peut pas aujourd'hui parler de culture et ne pas parler. C'est-à-dire très, très souvent le gros problème avec beaucoup de philosophes ou d'intellectuels, c'est qu'ils n'ont absolument aucune notion de science ou de technologie. Et que donc du coup leur discours est tout simplement dénué de sens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc bien évidemment il faut intégrer la science, la technologie, la génétique, tout ça doit être intégré, mais il faut faire attention parce que je connais aussi des penseurs qui intègrent la génétique pour ressortir des idées inégalitaires absolument graves et ou raciste, ou en tout cas inégalitaire, selon les penseurs en question. Donc, il faut se méfier aussi de certaines explications pseudo-scientifiques qui reviennent beaucoup en ce moment. Alors justement, cette question-là, ça me fait aller sur, pour moi, une interrogation que je n'ai pas résolue, à propos toujours de moral enhancement, essayer de réfléchir et d'anticiper donc ce que pourrait être une amélioration mentale. Parce que si on réfléchit à ça, il me semble qu'il faut se demander comment est-ce que la société devrait réguler les possibilités de choix si vraiment ça devient possible de modifier, comme on a dit, ces degrés d'empathie, d'agressivité. Et la question, c'est comment s'assurer que des substances ou des techniques psychotropes, ce qu'on veut, des implants, n'importe quoi, ne soient pas utilisées, comme tu viens de le dire, donc on va dire plutôt à mauvais escient, hein, est-ce qu'il faut les interdire par défaut en se disant « Ah, mais il y a toujours des gens qui vont en faire le pire » ou bien est-ce qu'il faut les légaliser en se disant bon, on ne va condamner que les actions délictuelles a posteriori, quoi. On ouvre la boîte de Pandore et puis on répare les pots cassés après. Donc voilà, finalement, ça amène à se dire que le problème, je sais pas, c'est peut-être du même ordre que de celui de n'importe quelle drogue. Mais d'un autre côté, quand on parle d'amélioration mentale, on parle de modifications sans doute plus importantes, puis surtout plus contrôlées, plus ciblées. Avec les drogues jusqu'à présent, celles dont on a parlé jusqu'à présent, on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on bidouille. Donc, bon, à la limite, il n'y a pas trop de risques, quoi. Il suffit d'arrêter de prendre le produit et c'est terminé. Tandis que dans la perspective d'une amélioration mentale bien contrôlée scientifiquement, alors on aurait des outils bien plus invasifs et donc les risques pourraient être plus important. La question, c'est la question de la régulation, quoi. Comment tu vois ça? Est-ce que tu as l'impression qu'il faut être coercitif, qu'il faut être plus libéral? Est-ce qu'on peut mettre des garde-fous ou est-ce qu'on y va de toute manière? Parce qu'il y a la théorie qui dit que tout ce qui existe va être testé. Comment tu
Tu penses que c'est gérable, ça? Très franchement, je vais te dire que je sais pas, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question très complexe. Et puis aussi et surtout, ça dépendra des effets réels de ces choses-là. C'est-à-dire que, bon, effectivement, s'il y a un produit qui vous transforme instantanément en tueur en série, c'est peut-être pas la peine de l'autoriser, quoi. Bon. Maintenant, il y a toute cette zone de flou. Bon, comme tu dis, on ne sait pas au juste ce qu'on fait, mais j'ai peur que, encore pendant très longtemps, et peut-être toujours, le cerveau étant ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'holistique où tout répond à tout, etc. Et l'ADN étant peut-être moins complexe que le cerveau, mais pas piqué des hannetons non plus, on ne sache jamais réellement ce que va donner un produit. Après tout, des produits qui rendent agressifs, je veux dire, il y en a un qui est quand même ultra connu, qui s'appelle l'alcool, et qui n'est interdit nulle part. Donc, je préfère botter en touche et te dire franchement, je botte en touche parce que, effectivement, je pense que de toute façon, il faudra prendre ce genre de décision cas par cas. Mais c'est une réponse. Selon le produit, selon les effets, y a-t-il des plaignants? Ce qui est toujours la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Pas parce qu'ils ont pris le produit de leur propre gré, parce qu'à la limite, bon là, c'est le problème ou non de la responsabilité, ça c'est aussi une question qui est très très vaste, mais des gens d'à côté, effectivement, si quelqu'un se fait tabasser parce que quelqu'un a pris un produit, etc., et qu'il porte plainte, il faudra bien se poser la question. Il me semble que c'est déjà un type de réponse et c'est important ce type de réponse parce que si on prend juste l'exemple des drogues, mais c'est encore plus vrai pour les premières pistes de tentatives donc d'amélioration mentale. D'abord les institutions, ce qui est en place en général, c'est plutôt niet. Et pour une part importante de la société a priori, parce que quand on va vers de l'inconnu, on préfère, on est très très précautionneux. Ben c'est souvent d'abord niet. Et donc commencer par affirmer déjà que quand même on pourrait essayer et traiter au cas par cas, c'est déjà une réponse différente de ce que la société propose bien souvent. Donc, je pense que c'est une vraie réponse. C'est pas bon, super, moi j'ai l'impression d'avoir été plutôt... Tu as mentionné David Pearce, donc un philosophe britannique assez célèbre dans la communauté transhumaniste, que nous avons d'ailleurs reçu dans ce podcast. Et il prône donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'utilisation des biotechnologies pour augmenter ce qu'il appelle la gamme hédonique du cerveau. Donc en gros, notre niveau moyen de bonheur, entre guillemets, et satisfaction, qui repose en grande partie sur l'expression de certains gènes. Si on est chanceux, donc on est prédisposé à un tempérament plutôt optimiste, joyeux, etc. Alors que si on est malheureusement malchanceux, c'est l'inverse. Donc des gens qui vont avoir une prédisposition à la dépression, par exemple, et il y a peu de choses qui vont rendre leur journée très joyeuse. Pour lui, donc, afin de réduire la souffrance en général, nous devrions chercher à utiliser les outils d'édition génomique pour que les futures générations soient libérées des pires souffrances psychologiques causées par la loterie génétique. Qu'est-ce que tu penses de ces idées en général? Deux choses différentes. D'abord, il y a une question scientifique, c'est est-ce que c'est vrai? D'abord, c'est la première question, c'est est-ce que, oui ou non, oui, il y a peut-être des gènes on revient toujours à la question, il y a peut-être des gènes qui favorisent la dépression, est-ce qu'ils ne favorisent pas autre chose? Je remarque quand même une chose, c'est tout à l'heure on parlait des psychédéliques, on dit que la kétamine en une séance peut guérir la dépression. Est-ce vrai? Je ne sais pas, mais ça prouve qu'en tout cas c'est manipulable, qu'on va peut-être... Par définition, je préfère ce qui est réversible et qui peut être décidé par un adulte que quelque chose qui est imposé à un enfant, quel qu'elle soit. Bon, maintenant, ceci dit, c'est pareil. Si on découvre qu'il y a un gène comme la maladie de Huntington qui va rendre quelqu'un suicidaire à tous les coups, qui fait que ça, ben allons-y. Hein, je veux dire, je n'ai pas d'opposition du tout à l'idée de base. Maintenant, comme toujours, quand on manipule l'ADN, quand on manipule le cerveau, faisons gaffe et posons-nous des questions de qu'est-ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, est-ce que la dépression, par exemple, c'est quelque chose qui existe? Je ne veux pas dire que les gens n'ont pas de dépression, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que c'est une construction à haut niveau qui implique peut-être des gènes, mais aussi une multitude d'autres choses? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est réellement, qui peut être effacé
Je ne sais pas. Donc d'abord, faisons avancer la science. Ceci dit, je pense que ce que dit David est intéressant au niveau philosophique. Et à mon avis, c'est une avancée de la pensée transhumaniste à ce niveau-là. Et ça, c'est pas du tout l'aspect génomique, c'est que toute son hédonique impératif, je ne sais pas comment traduire ça, l'impératif hédoniste, ou je ne sais pas trop, part du principe que la souffrance n'est pas quelque chose d'utile. Et ça, je trouve que sur le plan philosophique, c'est extrêmement important. Parce que toute la pensée humaine, depuis toujours, nous explique que la souffrance est utile, que la souffrance nous apprend quelque chose. Alors, elle nous apprend à quoi en général? À mieux gérer la souffrance. Donc, ça a un petit côté complètement circulaire, que si on ne souffre pas, on n'est pas créatif, etc. Il y a aussi tout ce discours sur oui, un artiste malheureux peut transformer son malheur en art, mais c'est justement parce que c'est ce qui va le rendre joyeux, je dirais, ce qui va lui permettre d'en sortir. Mais effectivement, la souffrance n'est pas le moteur de la créativité, que effectivement, et ça je pense que c'est une idée qui est très importante, c'est qu'on découvre aujourd'hui, et pas seulement chez les transhumanistes, mais aussi dans l'éducation, etc., que le jeu, le plaisir, sont des facteurs de créativité, de nouveauté, etc., et qu'il faut cesser, effectivement, de penser que la souffrance est une nécessité de la condition humaine, et qu'elle est, au final, bonne. Et ça, je pense que c'est très, très important. Je pense que cette idée-là que porte David Pearce est très importante. J'ai envie de préciser une chose parce que pour aller quand même, en fait, tout à fait dans ce sens-là, ça veut dire rappeler que en même temps, David Pearce, je pense, c'est assez bien de quoi est-ce qu'il parle, c'est-à-dire que il ne parle pas de faire disparaître, de se passer de tout le système nociceptif en disant tout ne sert à rien, etc. La souffrance n'est qu'une dimension, enfin la dimension supérieure, celle qui correspond à la représentation qu'on se fait au niveau conscient de nos expériences douloureuses. Et simplement, il dit, il y a certains degrés de souffrance qui ne servent strictement à rien d'autre, qui ne sont que négatives, qui ne provoquent que du malheur individuel et collectif, parce qu'en plus de ça, la souffrance des uns a tendance à pouvoir se reporter sur la vie des autres. Voilà, c'est pour exactement lui rendre justice, de dire, il balaye pas toute notion comme ça de souffrance. Il parle, je pense, autant que je le comprenne, de certains degrés de conscience, de souffrance parfaitement inutiles. Et alors, comme ça, voilà, moi, j'arrive à être complètement d'accord avec lui. Parce qu'au départ, je me rappelle quand je l'écoutais, je me disais, mais quand même, attends, la souffrance fait partie du système nociceptif. Avoir la mémoire de ses erreurs, après, voilà, c'est trop brûler la main, ça sert à quelque chose. Mais c'est plus de ça dont il parle. Hein. Il dit on peut très bien avoir des systèmes qui permettent de se protéger, donc apprendre de ses erreurs, sans pour autant souffrir ou souffrir de manière inconsidérée. Souffrance chronique ou existentielle, en fait. C'est-à-dire pas effectivement, pas la douleur, qui est effectivement absolument indispensable. Oui, d'ailleurs, il insiste aussi sur le fait qu'il existe des gens qui naissent avec des maladies génétiques congénitales comme ça, qui leur suppriment la nociception de la douleur, et généralement ils vivent pas très longtemps puisqu'ils vont s'exposer à des dangers sans le savoir et tout ça. Par contre, il y a aussi des gens, il y a un cas qui est assez connu, c'est Joanne Cameron, je crois, en Écosse. Elle a passé sa vie en pensant qu'elle était normale, mais en fait, elle est assez unique. Enfin, je sais pas, il y a combien de personnes qui ont ce cas-là, mais en gros, elle a un seuil de douleur, de tolérance de la douleur très élevé. C'est-à-dire que, elle va ressentir le signal comme quoi sa main brûle, mais il n'y aura pas l'expérience brute, subjective de douleur et de souffrance qui va avec. Et donc, il y a quelques gènes apparemment qui ont une mutation sur quelques gènes, puisqu'elle a été étudiée un petit peu par la communauté scientifique en Angleterre. Un effet secondaire de ça, c'est qu'elle est aussi, il semblerait qu'elle ne puisse pas ressentir l'anxiété. C'est une sorte de preuve de faisabilité que le projet que David Pearce souhaite mener n'entraîne pas forcément des conséquences hyper négatives, puisque cette personne, elle est tout à fait heureuse, elle a une famille. C'est très intéressant. En tout cas, on a fait le tour de pas mal de choses sur presque 2 heures, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et alors, je sais pas si vous voulez, enfin, tu veux laisser nos auditeurs en savoir plus sur ta présence sur Internet.
c'est qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un Twitter, un site? Très franchement, pour l'instant, bon, j'ai un blog que je pourrais mettre dans les liens, mais que je n'ai pas beaucoup, fourni. Twitter, je suis abonné, mais j'y vais. Je suis très mal à l'aise avec Twitter. Je n'aime pas du tout ce truc. Donc, il m'arrive d'intervenir, mais extrêmement rarement. Donc, j'ai pas une grosse présence sur Twitter, c'est le moins qu'on puisse dire. Tant que le site existe toujours, il y a eu il y a eu quand même énormément d'articles sur internetactu.net. J'ai dit tant que le site existe toujours, puisque la société l'association qui le crée a fermé, sinon ça sera dans archive.org, je pense, un jour ou l'autre, sachant que vous ne trouverez pas ça justement déjà sur Google, il faut vraiment taper internetactu.net, quoi. Donc voilà, donc il y a pas mal d'articles que j'ai fait jusqu'en 2019, j'ai quitté Internet Actu en 2019. Voilà, donc en gros, bon, ma présence du web pour l'instant, elle est quand même très très bon. Peut-être mon blog qui s'appelle, mais je le noterai, qui s'appelle linguaignotatech.blogspot.com. Pour l'instant, n'est pas très très actif, donc voilà. Donc bon, vous retrouverez tous les liens dont on a parlé dans la description, les livres et tout ça, donc les références seront présentes dans la description de ce podcast sur YouTube et sur iTunes, Spotify et autres. Merci encore Rémi pour cette conversation fascinante. Merci Rémi, à une prochaine. C'est moi qui vous remercie, à tous les deux. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et je vous invite à aller regarder les autres podcasts que nous créons avec donc soit l'association française transhumaniste, donc c'est la série de podcasts Humains d'eux-mêmes, et on a également une série de podcasts qui s'appelle La Prospective, et des vidéos sur le futur de l'humanité en général, des documentaires sur notre site, même des résumés de livres, donc plein de contenus comme ça. Si vous voulez, c'est assez fou pour nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee, ou alors en achetant nos contenus premium sur le site The Flares. Voilà. Merci encore. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao, ciao, bye bye.